C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. La critique est facile, mais l'art est difficile. La critique est facile, mais l'art est parfois difficile. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de regarder le Grand Soir aujourd'hui. Nous sommes lundi le 24 mai de l'an de grâce 2021. C'est la première pour cette semaine. C'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux à l'écoute. C'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux à la maison, peut-être même par le touchement de votre téléphone dans un taxi, en train de nous regarder actuellement. Nous sommes là pour mettre sur pied des thématiques assez alléchantes pour vous permettre de mieux comprendre certaines choses de la République via une autre émission. Alors aujourd'hui, nous aurons une seule thématique. Vous savez, c'est l'actualité oblige. On parle de part et d'autre lorsque vous parcourez la presse du Covid-Gate. Covid-Gate beaucoup plus. Il y a quelque chose qui va nous intéresser aujourd'hui, on le sait très bien. Le tribunal criminel spécial, depuis quelques jours aujourd'hui, a du grain à moudre avec l'interrogatoire qu'on passe à certains membres du gouvernement qui auraient eu la lourde charge de gérer les 181 milliards octroyés par le Fonds monétaire international. Seulement, on a l'impression ici que l'étau est en train de se resserrer autour de certains ministres qui, ma foi, auraient dilapidé de cet argent. Ça sera l'unique thématique de cette soirée. Je sais déjà que vous êtes nombreux à nous suivre. Je le disais tantôt, il y a pratiquement 3 panélistes sur les 4 que nous attendons qui sont là. Ce sont nos invités. On les présente dans une poussière de secondes et on ouvre naturellement les débats juste après ceci. Je le disais tantôt, le plaisir est toujours renouvelé lorsque nous venons au Grand Soir, parce qu'à cette heure-ci, au Cameroun et même dans le monde entier, rien n'est plus grand que le Grand Soir. Alors vous êtes dans l'obligation d'arrêter tout ce que vous faites pour vous consacrer à ces 1 heure, un peu plus de 45 minutes qui sont offertes par la télévision, Info-Télévision, par le touchement naturellement du président directeur général du groupe La Météo. J'ai nommé Dieudonné Mvengbala, à qui nous disons d'ailleurs bonsoir. Il est habitué de cette émission, il est habitué de nos plateaux, il est bien connu de la scène médiatique au Cameroun puisqu'il officie dans un média assez sérieux, Radio Campus. Il est là ce soir, c'est vrai que ça fait quelques jours, je ne dirais pas semaines qu'on l'a plus eu ici, mais c'est vous les téléspectateurs chéris qui l'avez toujours recommandé. Et ce soir, il a décidé de nous faire plaisir. Il est là ce soir une fois de plus, certainement pas de trop. Bertrand Tchenkam, bonsoir et bienvenue. Je voudrais saluer personne ce soir, M. Ano Yada. La situation est grave. Elle est macabre, elle est fracassante, elle est inique, elle est cynique. Notre pays est maudit. Je suis venu vous donner un scoop. Le régime du renouveau va démissionner. Aujourd'hui, demain, après-demain, je ne sais pas quand, mais c'est un scoop. Ce régime va démissionner. Et comme le régime va démissionner, le pays va changer. Il y aura des élections précoces et on va assister à un nettoyage de notre maison parce que ce régime, après 40 ans de table rase, de médiocrité, de cinéma, en un point fini, n'a pas été capable de tordre le cou à la corruption. Je suis venu ce soir dans la posture d'Aimé Césaire dans la tragédie du roi Christophe ou alors Jean Ziegler dans l'Empire de la honte, vous faire comprendre que l'actuel régime doit être évacué comme un cancer, vous donner quelques blessures infectées et infestées par les hauts commis de l'État qui crée une entorse auprès des collages d'autres pays. Le torchon brûlera, le Rubicon sera franchi dessus. Nous sommes malades, nous sommes maudits et ce régime va bientôt disparaître. Bien, merci. On le sait, c'est à son habitude. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil avec Bertrand Tchenkam. Ce qui est vrai, c'est que comme vous êtes l'ami de plus de 450 marabouts, on estime que si nous sommes maudits d'après vous, vous êtes venus avec les remèdes pour qu'on ne soit plus maudits. Vous allez certainement nous bénir pour que, au sortir de cette émission, le Cameroun retrouve son soleil d'antan. Donc ça, on peut vous faire confiance sur le fait à côté de vous. On ne le présente plus. Il est politologue, un jeune qui n'a certainement pas sa langue dans la poche, mais on l'aime bien par l'objectivité de ses analyses, on l'aime bien la manière avec laquelle il sait les argumenter. C'est toujours un plaisir pour nous de l'avoir sur notre panel du Grand Soir. Paul Stéphane Menunga,
bonsoir et bienvenue. Bonsoir à nous Yada et merci pour l'invitation. Bonsoir aux promoteurs de cette chaîne. Et je vais particulièrement saluer un de vos téléspectateurs fidèles, Eponang, qui est à Mvomeka. Je le salue parce que c'est un téléspectateur fidèle. C'est vrai que je n'ai pas l'habitude de le faire. Il y a toujours un début à tout, il y a un début à tout et c'est de bonne guerre. Et c'est normal qu'on communique toujours avec ceux qui au quotidien nous suivent à la maison. On sait très bien que c'est vous la force d'Info Télévision. Si on aimait que personne ne nous suit, on court dans le vent, c'est un coup d'épée dans l'eau. Donc moi également, je profite de cette occasion pour adresser une fois de plus un bonsoir à tous qui nous suivent et un chaleureux bonsoir. Le dernier invité pour le moment, lorsque je dis dernier, c'est parce que nous attendons un autre invité, pas des moindres. Donc le dernier pour le moment que je vais présenter est journaliste. C'est un aîné dans le métier. C'est toujours une fierté d'avoir un aîné sur un plateau parce que par lui, on peut beaucoup apprendre. Il a décidé aussi ce soir, une fois de plus, de venir nous édifier sur les questions d'actualité de notre pays. Il s'appelle Serge Kombo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Victor, bonsoir chers téléspectateurs. C'est toujours un honneur d'être sur votre plateau, surtout en ces temps très difficiles pour la gestion de la chose publique au Cameroun, et surtout lorsqu'on sait que le FMI, le Fonds monétaire international, vu la difficulté, a eu à octroyer des fonds à son partenaire camerounais dans le cadre du comité multipartenaire pour, n'est-ce pas, éradiquer et aider les populations camerounaises malades dans le cadre du Covid et éviter d'éventuels cas. Et alors, malheureusement, la gestion de ces fonds sont, n'est-ce pas, truffés de beaucoup d'incongruités. Et nous aurons donc l'occasion de comprendre comment est-ce que les finances publiques aujourd'hui sont assainies par ces véreux de l'administration camerounaise. Donc je vais apporter mon doigté dans ce qui est de l'administration de ces fonds, du Covid Gate, et surtout de cette gestion qui semble être quand même calamiteuse si les juridictions sont touchées au premier chef. On aura le temps, n'est-ce pas, d'entrer de plein pied dans cette thématique. Bertrand Tchenkam, quelques faits d'actualité de la République. Je commence donc avec vous. Du côté de Douala, une jeune fille de 16 ans se donne la mort parce qu'elle a été simplement grondée par sa maman. Elle prend l'arme de son père qui est lieutenant-colonel et se tire une balle dans la tête. Finalement, est-ce que c'est parce que le Cameroun est maudit qu'on assiste à ce genre de scénario? Vous avez vous-même dit, monsieur Anoy Yada. Je n'ai rien dit, j'ai posé la question. Alors, vous savez, les enfants aujourd'hui sont à l'image des parents. Si vous avez une république des papis, des gens qui ont chanté la Marseillaise, des peaux noires et des masques blancs, ceux-là qui ne sont pas patriotes, ceux-là qui peuvent prendre l'arme et mettre n'importe où, parce que quelque chose qui tue, on ne saurait laisser n'importe où. Même votre femme n'a pas le droit de savoir où garder votre arme. Mais puisque nous sommes possédés pour la plupart, puisque nous sommes victimes des mauvais sorts, puisque nous sommes dans la même entourloupe, la même situation d'éternel recommencement. Alors l'enfant qui est déjà possédé, avec des parents possédés, c'est normal que l'enfant se fusille. Parce que nous n'avons aucune preuve ici que les parents sont possédés. Est-ce que vous avez imposé les mains à ses parents? La jeune fille qui vient de passer des vis à trépas parce qu'elle a pris l'arme de son père pour tirer sur elle, c'est un message pour notre République. Et ça revient dans mon propos liminaire tout à l'heure quand je disais que notre pays est maudit. Nous sommes dans un environnement meurtri. Les valeurs morales sont bafouées. Les illégalités sont devenues des normes. Les comportements sont à la fois immoraux et amoraux. Nous sommes dans un environnement où les écarts se sont normalisés, les normes se sont écartées. Alors, pourquoi la jeune fille s'est fusillée? Parce qu'elle a été grondée par sa maman. Mon Dieu, on ne peut pas gronder un enfant. Parce que le système éducatif est caduc. Le système éducatif camerounais est fébrile et stérile. Qui pense ce système éducatif? C'est pas nous. Tout ce qu'on fait contre vous, sans vous, on le fait contre vous. Est-ce que c'est pas aussi les Papa maintenant qui a montré à l'enfant qu'il novelas? est très fort. Il a pris son arme, il a montré à sa jeune fille où on garde l'arme. Comment est-ce qu'une jeune fille peut savoir comment est-ce qu'on peut manipuler l'arme? Si papa ne lui apprend pas. Je ne suis pas dans cette famille. Je parle quand même, je ne suis pas expert dans les armes, mais je sais quand même que quelqu'un qui a une arme ne saurait garder cette arme n'importe où. Et je peux vous garantir que même si on vous donne une arme là, monsieur Anoyera, vous pouvez tirer sans tirer pas. Parce que pour pouvoir tirer, pour que la personne, on vous dit qu'elle devait la sécurité, c'est pas trop quoi, ça veut dire que l'enfant savait comment manipuler cette arme. Et puisque nous ne sommes pas des enquêteurs, nous ne sommes pas des juristes, il faudrait qu'on laisse peut-être les experts en la matière s'en occuper. Mais c'est une communication muette. Ce qu'il faut retenir, c'est que notre pays est maudit. La seule certitude avec l'actuel régime, c'est l'incertitude. Et tant qu'on aura toujours ces gens qui nous gèrent actuellement, on aura toutes ces formes de cinéma. Et je vous rappelle que les salles de cinéma ont été fermées parce qu'avec ça, on a quelque chose sous la dent.
Merci Bertrand. Donc c'est un cinéma de trop, c'est un cinéma de plus. Merci, on va simplement adresser à la famille éprouvée nos condoléances, puisqu'on sait que c'est un incident qui peut arriver, ça arrive partout, c'est pas forcément parce que c'est au Cameroun aujourd'hui qu'on dira que le Cameroun est maudit. Tous ceux qui ont les âmes, gardez ces âmes-là loin, on ne s'amuse pas avec ce qui tue. La petite fille, d'après des sources assez sûres, la petite fille aurait fouillé toute la chambre de son papa pour essayer de retrouver cette arme-là. Elle a mis la chambre pratiquement à feu et à sang pour aller trouver cette arme-là. Elle a réussi à trouver. Sa maman n'était même pas au courant, mais elle a été surprise par ce qui s'est passé. Donc, et les munitions? C'est un phénomène qui arrive. Donc voilà, on va juste dire à la famille éprouvée, on va juste adresser nos sincères condoléances. On sait que ce sont des moments assez difficiles. Paul Stéphane Monunga, Kameko, on sait très bien qu'il a eu du mal à nous faire voir le premier avion décoller. On sait que depuis pratiquement 10 ans, on a eu en 10 ans, autant de directeurs généraux dans cette entreprise aujourd'hui. On sait très bien ce qui s'est passé l'autre jour avec cet avion qui allait hors de la piste. Voilà, plus de peur que de mal, pas de dégâts matériels, pas de dégâts en vie humaine. Votre regard? Mon regard, c'est qu'en réalité, Kameko, c'est la honte du siècle. Parce qu'en réalité, quand une analyse de Kameko, vous avez envie de vous demander, mais bon Dieu, qu'est-ce qui ne marche pas? Parce que si je m'en tiens aux dernières lectures que j'avais faites sur la Kameko, vous vous rendez compte que la solution, elle est simple. Mais comme ce sont des grandes structures, où tout le monde aspire travailler, où tous les grands de ce pays aspirent mettre les enfants, on n'arrive pas à trouver les vraies solutions. Parce que qu'est-ce qu'une entreprise qui n'a pas d'avion peut faire avec autant de personnel qu'on retrouve à la Kameko? Vous comprenez qu'il y a un problème quelque part. Il y a une volonté manifeste de ne pas voir Kameko redécoller. Et en plus, quand vous avez des ministres qui passent le temps à voyager avec Air France, vous voulez qu'ils travaillent pour que Kameko se développe comment? En réalité, je pense qu'il faut repenser Kameko dans la profondeur parce que le président Ahidjo, dans son orgueil, avait créé la CAME pour essayer de montrer à l'Afrique que le Cameroun était un pays qui se respecte et qui avait envie de s'affirmer en Afrique. Donc c'est désolant qu'aujourd'hui on soit en train d'aller de recommencement en recommencement, de directeur général à directeur général. Or, la CAMECO, ce n'est pas un problème d'homme. On a besoin de restructurer la CAMECO pour que la CAMECO fonctionne. Parce que je le dis souvent et ça fait rire les gens, même si c'est Jésus qu'on met à la CAMECO aura les mêmes problèmes tant qu'on aura... Jésus-Christ, parce qu'il y a beaucoup de Jésus. Exactement. Même si c'est Jésus-Christ qu'on mettait à la CAMECO, avec la même situation, il aura les mêmes problèmes. Donc il faudrait qu'on incise la blessure et qu'on arrive à solutionner le véritable problème de la CAMECO parce que c'est indigne pour le Cameroun. Est-ce que l'incident qui est arrivé là, on peut mettre ça dans l'actif de la mauvaise gestion de la CAMECO, alors qu'on sait très bien que même aux États-Unis, il y a ce genre d'incident. C'est presque parfait. Hein? Justement, vous allez remarquer que dans mon propos, je n'ai pas mis cet incident dans l'actif de la CAMECO parce que ça peut arriver. Même dans les pays les plus développés du monde, il peut y avoir ce type d'accident qui peuvent être liés au fait que l'homme peut créer la machine et la machine finit par trahir l'homme. Donc je ne mets pas ça dans l'actif de la CAMECO, mais je voulais juste rappeler à nos gouvernants qu'il est important qu'on restructure la CAMECO pour que la CAME retrouve ses lettres de noblesse. Il faudrait que la CAME retrouve ses lettres de noblesse. Bon, moi, je voudrais quand même que vous collez un petit mot par rapport à cette actualité du côté de Douala où une petite fille se donne la mort avec le fusil de son papa et jusqu'ici lieutenant-colonel. Est-ce qu'on peut parler d'une éducation ratée à ce niveau? Oui, il est possible de parler d'une éducation ratée. Contrairement à Bertrand Tchenkam, je ne vais pas quand même dire que le Cameroun est maudit. Moi, je ne me sens pas comme maudit. Hein. Je suis parmi les enfants bénis du Cameroun. C'est pour ça que je dis, contrairement à Bertrand Tchenkam, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, je ne vais pas dire que le Cameroun est maudit, mais juste que là, on peut tenir les parents pour responsables parce que en réalité, ici, il y a deux grilles de lecture qu'il faut faire. Déjà, les responsabilités des parents au niveau de l'éducation. Quand vous voyez un enfant se comporter de la sorte, ça veut dire qu'elle voit beaucoup les films. Elle voit beaucoup les films, telenovelas et j'en passe. Là, il faut questionner, est-ce que les parents veillent?
ça veut dire aussi que ses parents ont éduqué l'enfant en fonction des droits de l'enfant. Et moi, j'ai souvent l'habitude de demander qu'est-ce qu'un enfant a même les droits chez nous en Afrique. Parce que voir un enfant qui va s'enfermer dans la chambre de son père, il s'est tiré une balle parce qu'elle a été grondée par sa mère, parce qu'on l'a trouvé en train de préparer la nourriture pour son petit ami, si je m'en tiens aux informations, aller s'enfermer dans la chambre. Ça veut dire qu'on lui a appris qu'elle a les droits à la maison. Or, un enfant n'a pas les droits. Moi, mon père et ma mère avaient l'habitude de me dire que tu auras les droits quand tu seras chez toi. Ça veut dire qu'en réalité, là, il faut aussi questionner l'éducation parentale. Ça veut dire que l'éducation a été captée. C'est une éducation occidentale qu'on veut donner à un enfant africain. Là, ça pose problème. Et en plus, mon père aussi a été un homme en tenue. Je sais que les armes ont une méthode de sécurité. Donc, il faut aussi se demander... Mais récemment, on a vu du côté des Kribi, Kribi 1, l'arrondissement des Kribi, je crois, où les petits-enfants du lycée des Kribi, un petit élève du lycée des Kribi a réussi à piper l'arme du sous-préfet. Justement, c'est un manque de professionnalisme. Je vous assure, de toute la vie de mon père, 32 ans de service, je ne savais même pas si mon père venait avec l'arme à la maison ou pas. Je n'avais jamais vu. Donc c'est pour dire qu'en réalité, il y a une faillite, une négligence aussi du parent quelque part. Merci. Je n'avais jamais vu l'arme de mon père. D'accord, merci. Je ne savais même pas là où il la gardait, mais je savais qu'il a l'arme. Donc c'est le parent qui est responsable du début et du début à la fin. Le parent est responsable de cette situation, tant au niveau de l'éducation que de la sécurisation de son arme. D'accord, merci beaucoup. Vous également, Serge Kobo, vous allez coller un mot à cette actualité qui ne nous fait totalement pas plaisir, de sources certaines, la petite fille ne préparait pas, la petite fille avait déjà préparé, la nourriture était dans la gamelle, elle sortait donc, elle était sortie du portail pour aller apporter ce repas à son petit ami. Elle rentre, la raconte, en train de rentrer, où vas-tu? Je vais chez ma copine. Rentre à la maison, une fois à la maison, elle va donc prendre le téléphone et se rendre compte justement que la petite fille entretenait déjà certaines relations, juste le temps de remonter les bretelles à l'enfant, faire appeler le papa qui est en mission hors de la vie, pour lui dire vraiment l'enfant a un comportement assez étrange. Elle a eu le temps d'aller à la cuisine, aller faire à manger, je parle de la maman, la petite fille allait dans la chambre de son papa, a fouillé, comme je l'ai dit, a pris l'arme, rentré dans sa chambre, s'est tiré une balle dans la tête. Bertrand Tchonkam parle de malédiction. Oui. Est-ce que finalement, ça ne ressemble pas un peu à de la sorcellerie? Oui, alors je préfère aller à Robozo pour du tout ce que vous avez dit, pas dans le sens de dire que vous avez mal vu la chose, mais moi je voudrais dire la fuite des parents à un certain niveau, au niveau de la connaissance de la personne et de la personnalité de leur enfant. Parce que tout être humain qui naît a un profil psychologique. Ça veut dire que quand je suis fâché, j'ai des aptitudes que j'adopte. Et le parent, dès le départ, doit savoir, voilà ma fille ou mon fils, quand il est fâché, voilà ce qu'il peut faire. Mais c'est vrai, le parent a le droit de remonter les bretelles aux enfants lorsqu'ils dégament, comme on dit vulgairement. Mais je pense ici que je vais attirer beaucoup plus l'attention, peut-être pas de l'homme en tenue, mais beaucoup plus le parent qui est derrière lui, ou la maman, enfin les parents, pour dire c'est mieux toujours de connaître, même dans de bas âge, tu vois déjà quelles sont les aptitudes psychologiques de l'enfant. Tel enfant va être prêt à vouloir aimer la lutte, la bagarre, tel autre va être là, coincé là, calé, pleurer quand il y a une situation, et là on sait jusqu'à quel niveau l'enfant peut aller. Donc je pense que c'est cette frustration, cette remontée de bretelles que la fille n'a pas apprécié d'un bon oeil. Surtout que actuellement, comme les enfants apprennent tout dans la société, dans leur milieu, ils sont dans les réseaux sociaux, on dit tout, on parle rien. Donc, je pense que l'attention doit être attirée, dans ce cas-ci, au niveau du profil psychologique des enfants à connaître. Quant à ce qui concerne nos parents, il faut aussi qu'ils soient en sécurité. Je dis surtout celui qui a le port d'arme, qui a le droit de rentrer avec l'arme chez lui. Le voisin le disait tout à l'heure, issu d'un fils d'un policier ou d'un gendarme, je ne sais pas, il n'a jamais eu à voir où son père gardait l'arme. Donc c'est une façon de dire, appeler aussi à la responsabilité de l'homme en tenue. Parce que l'arme, c'est quelque chose vraiment de personnel d'abord. Et ça appartient à l'État. Très délicat. Donc l'enfant ne devrait pas y arriver. Mais je voudrais aussi attirer l'attention des autres enfants qui, comme elle, aujourd'hui vivent. Pour dire, mais j'en appelle à votre éducation, à votre sens d'éducation. Vous vous rendez compte qu'au Sénégal, le principal opposant, son cas, je crois bien,
est sorti dans la rue à cause des enfants qui étaient conscients que dans leur pays, tout allait mal. Donc l'enfant ne doit pas se mettre celui qui a des... c'est-à-dire qui réagit simplement par rapport à certaines remontrances, mais qui peut aussi montrer quelle est la capacité, que ce soit en quatrième, en troisième ou en seconde, quelle est la capacité de réflexion, surtout que la philosophie est revenue un peu plus bas, de réfléchir sur des problèmes, des sujets qui peuvent aider la société, aider la famille à aller en avant, que de mettre toujours devant, n'est-ce pas, le côté psychologique. Je suis fâché, quand je suis fâché, je brûle, je tue. Ça, c'est leur mot généralement. Hein? Quand je suis fâché... Ils aiment même dire qu'ils ont du charisme. Voilà, qu'ils ont du charisme et autres. Ils sont charismatiques. Donc, c'est ce genre de langage-là qu'on ne devrait plus avoir en réalité. Merci beaucoup pour ce regard. Il était quand même important de dire un mot sur cette actualité brûlante. Mais moi, à mon tour, j'aimerais quand même dire à ceux qui s'aventurent, n'est-ce pas, dans les réseaux sociaux à dire n'importe quoi, qui n'ont ni la maîtrise du sujet, ni quoi que ce soit, de dire n'importe quoi et d'apporter des appréhensions. Il faut faire très attention. Ce qui est arrivé chez nos voisins aujourd'hui peut vous arriver demain. Donc, ne vous comportez pas en justicier. On a bien dit, c'est un accident, ça peut arriver. C'est pas la première fois qu'un enfant se suicide dans notre pays. Mais en toute chose, il faut savoir raison garder. Il y a un téléspectateur qui écrit en disant « Le type en lunettes là pense qu'il est à l'église avec ses analyses fallacieuses. La faute d'un enfant qui s'est égaré dans ses pensées insensées ne peuvent pas faire du Cameroun un pays maudit. » Encore quelqu'un qui est d'accord avec moi que le Cameroun n'est pas maudit. Eh bien, Tang Chunkam, qui, ma foi, s'inscrit totalement en faux dans votre logique, on a donc le temps d'entrer sans transition dans la thématique qui constitue le plat principal, ou du moins de résistance de nos échanges aujourd'hui. L'étau se resserre autour de certains ministres. Bertrand Chunkam, je commence par vous, on le sait très bien, la Chambre des comptes a délivré un premier rapport il y a de cela quelques jours, qui d'ailleurs a fait le tour de la toile. On peut voir dans ce rapport les passages, n'est-ce pas, on peut avoir à l'issue de ce rapport les passages au TCS de M. Manaouda Malachi et d'autres personnalités de la République qui devraient naturellement aller justifier une partie chacun des 180 milliards qui ont été octroyés par le Fonds monétaire international au Cameroun pour essayer de pallier avec les méfaits du coronavirus. Jusqu'ici, on n'a encore inculpé aucun ministre. La justice est en train de faire son travail. Le souhait d'ailleurs qui est le nôtre est que tous les ministres soient blanchis et que la lumière soit faite. Mais bien, nos analyses ici, il faut que je le précise, non pas pour prétention d'influencer la décision de la justice. Vous l'avez bien rappelé, nous ne sommes pas des juristes pour la plupart ici, nous sommes des journalistes et peut-être des politologues. Nous allons simplement donner notre point de vue sur un certain nombre de questions. Alors à vous, je pose déjà cette première question. Vous avez certainement parcouru ce premier rapport. Qu'est-ce que vous avez eu comme pensée lorsque vous avez compris que, par exemple, du côté du ministère du Commerce, la Mercurial prévoyait le kit de 25 tests de Covid à 700 francs et que finalement, un prestataire, par le truchement du MinSanté, vendait ces kits à 17 500 francs CFA. Mais vous-même, vous venez de répondre à la question. J'ai posé une question, je n'ai pas répondu. Notre pays est maudit, je le dis, et de façon mordicus. Reconnaissons quand même que le Cameroun a atteint le point d'achèvement pour l'initiative Pays pauvre très endetté en 2006. Aujourd'hui, nous sommes encore trop endettés. Il était question après 2006 d'assainir le fichier de l'État. Et c'est la raison pour laquelle le président de la République avait déjà mis sur pied une vaste opération intitulée l'opération Épervier, qui était impulsée par un ancien Premier ministre chef du gouvernement qui s'est retrouvé lui-même en prison. Et je vous rappelle que l'épervier est un oiseau de mauvais augure dont l'imposture et la forfaiture sont connues. L'épervier arrête toujours des poussins, rarement la mère poule. Faut le savoir. Et je voudrais vous dire que l'opération Épervier a échoué 15 ans plus tard. Parce que le régime du renouveau, après 40 ans de médiocrité de table rase, n'a pas été capable de lutter contre la corruption. Qu'est-ce qui prouve qu'on n'a jamais voulu lutter contre la corruption au Cameroun? Nous sommes restés dans la même forme d'immobilisme politique, la même puberté tardive, la même situation d'éternel recommencement, la même ritournelle du désespoir. Peut-on lutter contre la corruption et ne pas avoir une loi anticorruption? Non! Au Cameroun, on n'a pas de loi anticorruption. On n'est pas en train de lutter contre la corruption. La loi anticorruption n'existe pas dans notre pays. Première défaillance. Deuxième chose, le décret d'application de l'article 66. Monsieur Anoyeda, vous n'êtes pas capable de dire comment vous avez fait pour avoir votre voiture.
Les Camerounais sont tous des voleurs pour la plupart. Le décret d'application de l'article 66, c'est pas d'actualité. Autre chose, la peine capitale. Bon, est-ce que c'est parce que le décret n'est pas d'actualité que tous les Non, Camerounais je suis sont en train des de vous voleurs? montrer les limites. Vous avez de dit notre que vous avez pris un exemple sur la voiture. Il faut préciser que je n'ai pas de véhicule. Hein, Non, donc, même, malheureusement, je suis en train moi, de je n'ai dire- pas acheté ma cravate avec un argent Je volé. suis en train de dire aux téléspectateurs que Est-ce que c'est pas aussi on dangereux ne peut de pas vouloir quelque chose. Bertrand Tchenkam, est-ce que c'est pas aussi assez fort de dire que tous les Camerounais, ou du moins presque tous les Camerounais, il y a des Camerounais qui gagnent honnêtement leur vie. Lorsque vous le dites, vous allez Non, me faire je penser sens- que non. vous allez me faire penser que mon boss est un voleur de la C'est pas ce République. que j'ai Pourtant, dit. il n'a rien à voir avec ce C'est qu'il pas ce va que j'ai avec. Il dit. se bat avec ses Si moyens. sur 100 Camerounais, 40 gagnent leur vie décemment. Je crois que 40 c'est en deçà de la normale, du pourcentage normal. Vous êtes dans quelle J'étais- catégorie? Vous êtes aussi un voleur? Non, je ne suis pas un voleur, je gagne ma vie D'accord, dignement. d'accord, allez-y. J'étais disant tout à l'heure que l'actuel régime n'a pas envie de lutter contre la corruption. Il n'y a pas de décret d'application pour l'article 66, il n'y a pas de loi anticorruption au Cameroun, il n'y a pas de peine capitale. La CONAR, l'ANIF, le CONSUPE sont des structures fébriles et stériles. Et je voudrais vous dire que l'opération Épervier a échoué 15 ans plus tard. Et comme cela ne suffisait pas, vous parlez de Covid-Gate. Mon Dieu. Le FMI, puisqu'il faut rappeler que le Cameroun a le fait aux fesses, hein, c'est le FMI qui nous fait la pression. Il était question que le FMI nous octroie 214 milliards de francs CFA. Au départ, on nous a donné combien? 135 milliards de francs CFA. 80. Et les petites cotisations à la con, 45 millions, on a associé aux 135, ça donnait combien? 180 milliards de francs CFA. On n'allait pas dire des cotisations à la con, les Camerounais quand même. Non, puisque ça ne sert plus à rien, on a tout volé. Le FMI devait encore, puisqu'il fallait, on a donné la première partie, 135 milliards, il fallait donner la deuxième partie. Il faut d'abord faire les comptes pour la première partie, on a le faux fait, c'est ça qui est la question. Qu'est-ce qu'on en a fait? Je n'accuse personne, c'est vous qui connaissez les noms des ministres, moi je ne connais pas les noms. Mais j'ai appris que 23 sont intéressés par cette affaire. Et Kodengui est plein. Une prison qui avait été construite au départ pour 1500 places, on en a 4000 prisonniers, je ne sais pas où est-ce qu'ils vont aller. C'est une honte nationale. L'image de notre pays est ternie. Et je vous ai dit tout à l'heure que je vous donne un scoop, le régime va démissionner. Et on aura peut-être un comité de gestion provisoire pour notre pays. Parce que c'est ce qu'il nous faut actuellement. Alors, maintenant, quand on revient maintenant sur ce qui s'est passé, on nous fait comprendre qu'on a acheté 25 ambulances à... C'était combien de gens encore là? 7 milliards, je crois, de francs CFA. Une voiture médicalisée, et c'est un peu de fait. Vous êtes économiste à nous et Yada. Faites un peu 25, on vous dit 7 milliards. 7 milliards, ça fait 7 et 9 zéros. Vous divisez par 25 véhicules, ça veut dire qu'un véhicule a coûté combien? C'est beaucoup d'argent. Est-ce que vous savez qu'officiellement, le traitement du coronavirus a été gratuit? Mais ça a été la seule chose où on a eu le cinéma. Mais comment vous dites que le traitement était gratuit? Pourtant, On a dit officiellement que c'est gratuit. Je vous relance. Oui. Pourtant, le professeur Fouda, quand même, hein, à la radio nationale de notre pays, nous a fait état de ce qu'un malade du Covid prenait à l'État du Cameroun 300 000 francs CFA par jour. Il a même démontré que ces 310 000 francs étaient la résultante du fait que les bonbons à oxygène que chaque patient... Vous dites bien, c'est que le contribuable devait Non. donner pour un malade. Le contribuable n'avait rien à donner, mais que l'État du Cameroun déboursait 300 000 francs par jour. Le coût, c'est-à-dire le coût. C'est-à-dire que vous étiez malade, vous avez fait les tests, vous étiez malade. C'est dans ce que alors j'ai maintenant, dit vous allez que à l'hôpital. Le traitement était gratuit pour vous. Parce que c'était puisqu'aujourd'hui, subventionné. L'État paye votre traitement. Oui, l'État mais ce paye qui n'a votre pas été traitement. le cas. Je vous rappelle Mais que... je voulais vous relancer. Est-ce qu'on ne peut pas partir sur la base, si jamais ces 300 000 étaient avérés, qu'un malade de Covid avait une période d'incubation de 14 jours fois 300 000 francs quand même, ça se justifie? Est-ce que c'est pas Non, logique? je ne suis pas en train d'entrer dans cette filouterie qu'on a observée dans la gestion. Et cette gestion qui était villageoise et kafkaïenne, qui était axée sur les résultats. J'étais disant tout à l'heure qu'officiellement, l'État devait subventionner les traitements. Vous connaissez quelqu'un qui n'a pas déboursé un radis à l'hôpital pour le Covid? Il y en a à qui on a dit que non, normalement le kit c'était 700 francs CFA, mais ils ont payé 17 000. Moi je connais des gens qui ont déboursé près d'1 million, 2 millions. Il y a eu même des détournements des balades, vous savez ça? Il y en a même, moi je connais même des gens qui sont même passés des visites à TEPA pour un palu sévère. On vous dit non, il est mort de coronavirus, on va l'enterrer à soi, il faut négocier. C'était quoi le but de dire que quelqu'un qui est mort du palu est mort du Covid? Le but c'était de faire du marchandage. On a profité, c'était le business. Le coronavirus a permis à certains Camerounais de s'enrichir. Pour le dire. Nous ne sommes pas en train d'aider les gens. Nous sommes là pour relater les faits. Pour dire que officiellement les gens devaient se soigner gratuitement. Comme au Cameroun, on dit par exemple que l'école primaire est gratuite, mais ça se paye. Au Cameroun, on dit par exemple que le paludisme simple se soigne gratuitement, mais ça se paye. Tu devrais te soigner gratuitement du coronavirus. Mais ça a été payant pour certains.
Beaucoup ont payé. Merci. Je vous rappelle qu'il y avait une histoire de 4000 sacs de riz. Je ne vais pas indexer tel. Vous avez un problème avec le riz? Oui, j'ai un problème avec le riz parce que les Camerounais sont encore médiocres. Quand tu ne manges pas le riz, tu es misérable. 4000 sacs de riz, mais on a encore les hauts commis de l'État qui ont mangé ce riz. Je ne vais pas accuser quelqu'un. Est-ce que vous avez les preuves que les hauts commis de l'État n'ont pas quand même, ils ne sont pas à ce niveau? Vous connaissez quelqu'un qui a reçu un kilo de riz? On ne peut pas quand même dire que les 4000 sacs de riz sont allés chez les ministres. Est-ce que les ministres sont au niveau du riz? Je n'ai accusé personne, j'ai seulement constaté que personne, puisqu'il fallait remettre ces 4000 sacs de riz aux populations défavorisées. Et le président de la République, je me rappelle en 2000, il avait été dit à l'IMPM avec madame la ministre de la Recherche scientifique et Innovation. On lui avait demandé qu'on puisse fabriquer 5 millions d'azithromycine au Cameroun. Parce qu'il faut rappeler, quand vous avez coronavirus, on vous donne l'azithromycine, on vous donne la chloroquine. Est-ce que vous savez qu'à l'IMPM, on avait démontré au Camerounais, à Mondovision, qu'on est capable de fabriquer la chloroquine? Moi-même, je suis biochimiste, la chloroquine, c'est rien du tout. Moi-même qui vous parle, je vous fabrique les médicaments, c'est rien. Il suffit de me mettre dans un labo, je vous fabrique ça. Mais on est allé en Inde. Comment on le fait avec le riz camerounais? On a un bon riz, mais on abandonne pour aller acheter le riz frelaté. Merci Bertrand. Je vais d'abord laisser les autres s'exprimer parce que tout à l'heure, quand je vais parler, ça sera très mauvais. Puisqu'on a dit qu'on ne va pas jouer les justiciers dans cette tribune. Mais ne soyez parce pas que je ne vais pas mauvais. appeler tel. Mais ce que je vais vous dire tout à l'heure, ça va signer. Non, mais on ne va pas saigner ici. Ma chemise est déjà rouge. Si je sais encore, ça sera assez dangereux. Bertrand Tchonkam, on fera le maximum. On n'est pas là pour saigner, hein, d'accord. Voilà. Monsieur Koumou, vous voulez tellement rebondir, il est vrai. Oui, j'aimerais rebondir parce que j'avais peur que ce soit déjà un monologue, n'est-ce pas? Et que mon cher confrère Yada, je ne voulais pas vous ravier la vedette pour un temps soit peu arrêter parfois mon cher confrère qui semble peindre un peu la situation camerounaise de l'heure, n'est-ce pas, sur un tableau vraiment noir. Moi, j'irais vraiment dans le sens concret pour dire cette thématique, la thématique d'aujourd'hui nous permet de lire le Cameroun sous le prisme de la compréhension économique, financière, juridique et même politique de la gestion du Covid. Qu'est-ce que j'entends par là? Nous avons les hauts commis de l'État qui sont auditionnés par les juridictions, par l'État. Pourquoi? Sous la pression du FMI et le chef de l'État ouvre une enquête. Une honte. Hein? Alors, quand l'enquête est ouverte, je vais voir quelle est l'attitude des uns et des autres, des différents acteurs. Comment qui, à gauche, à droite, peut expliquer pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça. Il a parlé du cas du riz, il a parlé du cas de la chloroquine. On parle aussi également du cas des médicaments. On parle du cas de marchés donnés, de marchés fictifs donnés. Alors, j'aimerais faire d'abord comprendre que les ministres en charge de ces gestions ont été taxés et tancés d'avoir mal géré ces fonds. Nous voulons voir clair là-dessus. Les Camerounais veulent savoir, mais pourquoi cela? Pourquoi cet état de cause? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Comment est-ce que la procédure a été menée? Je pense que le débat sera un peu plus alléchant si on voyait beaucoup plus cet angle-là. Si on voyait cet angle-là au niveau de la gestion de la chose publique. C'est ça la thématique. Et d'entrée de jeu, je suis un peu sidéré. J'ai suivi les confrères dans les autres médias et autres parler. Je comprends que nous avons encore beaucoup à apprendre pour ce qui est de la gestion de la chose publique. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes englués dans ce qu'on appelle la gestion des biens publics mondiaux. Et ailleurs, dans les autres universités, les masters que nous cherchons, on nous apprend comment l'administration publique fonctionne. Mais comme nous sommes sous le jacobinisme français, où on revient avec les dédales des finances publiques, où on indexe, on donne telle responsabilité à tel département ministériel, chapeauté par une personne, en la personne du chef de département ministériel, on aura toujours ce genre de situation. Alors, dans la gestion moderne de la chose publique, et c'est ce que le FMI essaie, en fait, ne comprend pas dans la situation camerounaise. Parce que, avec le FMI, nous avons les grands fonctionnaires qui maîtrisent mieux la gestion de la chose administrative, publique. Alors, donc, venir ici et dire, nous sommes maudits, le Cameroun a fait ci, le Cameroun a fait ça, vraiment, je m'exprime. C'est assez fort. Hein? C'est très fort. C'est très fort, alors qu'on a des éléments techniques. L'ordre a été donné par qui de faire quoi? Quand on auditionne un ministre en charge, par exemple, de la santé, et qu'ils disent tel marché n'a pas été fait par moi parce que l'ordonnateur du marché public, c'était bien évidemment le responsable des épidémiologies. Il y a quelqu'un qui dit à moi. Bon, il y a un journal aujourd'hui. Il y a un journal aujourd'hui, Info Matin pour ne pas le nommer, qui
TDA face à une, qu'un ministre de la République ne voudrait pas aller en prison seul. Ouais, voilà, est-ce que c'est dans ce sens-là? Non, je parle du sens où quelqu'un cite, ou un ministre cite une autre personne qui est responsable. Oui, mais pas le défunt. On ne parle pas du découillous. On parle de la procédure. Quand il se défend en disant c'est pas moi, c'est Eyada qui était ordonnateur de ce marché. Est-ce qu'on peut dire que le ministre l'a fait parce qu'il sait que l'autre est mort? Je ne veux pas savoir, je veux voir la procédure. C'est-à-dire, c'est Eyada qui devrait en principe ordonner ce marché. La mise en débat aujourd'hui, c'est-à-dire la responsabilité financière de ces gestionnaires de fonds publics, c'est ça qui nous intéresse à mon avis. D'où vient-il que le ministre de la Santé, en charge de la santé publique camerounaise, nous donne des informations selon lesquelles l'ordre avait été donné par le SGPR de faire ci, de faire ça, par le ministre d'État en charge de des épidémies et autres. Donc on vous comprend, mais pourquoi, quel est le mécanisme? Est-ce que les procédures dans la gestion de la commande publique ont été respectés? On a l'impression ici que chacun se lève un matin comme il veut. Et d'autres contournent. On dit, bon voilà, j'ai dépensé ceci et le reste, bah ça, j'envoie cela au trésor public. On dit, tel don, voilà, j'envoie au ministère de la Santé et puis je vous passe la facture. Comme si on avait pleinement ce droit. Donc je pense que c'est ce mécanisme qui est plus important de faire comprendre aux Camerounais cet argent qui leur avait été destiné pour juguler la crise du Covid, en termes, pour ceux qui n'étaient pas encore atteints, de voir comment pallier avec la difficulté. On se rappelle que quand on ne sortait pas, quand on parlait de mesures barrières, il faut rester chez vous, mais il fallait manger. Il y a eu des fonds, les gens qui ont eu à toucher de l'argent de l'État, cet argent pour pallier un peu la situation, mais d'autres n'en ont pas touché. C'est de ça dont il est question ce soir, M. Yada. Qui était responsable? À qui devrons-nous donner la faute? Donc, encore que nous ne voulons pas donner la faute à qui que ce soit. Si nous, on veut voir clair en tant que Camerounais. Si les taux se resserrent, bon, voilà, maintenant, certains ministres se sont déjà passés. Il faudrait bien que nommément, qu'on dise que les taux se resserrent auprès de tel, parce qu'il a donné tel ordre qui n'était pas mandaté. Ou alors qu'il a biaisé telle procédure, parce qu'il a biaisé telle procédure. Mais bien évidemment, dans la dépense publique ou dans la commande publique, il y a une feuille de route, il y a des procédures. Si on fait de route et des procédures, d'où vient-il qu'aujourd'hui on accuse le SGPR, on accuse le Premier ministre, on accuse X, on accuse Y, pourtant il y avait une feuille de route bien faite. Monsieur Eyada, et c'est là où nous arrivons, nous les journalistes. Et quand nous avons des faits, il faudrait bien sûr que nous travaillons avec les juridictions de l'État. Et on essaie de comprendre pourquoi ils le font, pourquoi ils ne le font pas. Merci. Voilà, c'est ça, je pense, on devrait ressentir le débat dans ce cadre pour dire le taux se resserre auprès de ces chefs de département ministériels parce qu'en réalité, ils n'ont pas fait ci ou parce qu'ils n'ont pas respecté délibérément. Parce que là, maintenant, nous avons déjà évoqué un cas de surfacturation. Voilà, par exemple. C'est assez abusif parce que quand même, on peut aller de 700 francs à 17 500. C'est assez grave. Je pense que c'est la raison pour laquelle nos partenaires internationaux, pour davantage crédibiliser l'État du Cameroun, nos partenaires internationaux ont demandé l'audit interne et indépendant, externe, je voulais dire autant pour moi, et indépendant, pour savoir la valeur estimée de X produits à X francs. Parce que nous avons une mercuriale. Le ministre du Commerce aujourd'hui est carrément jeté à la vindicte populaire. Pourtant, la mercuriale est là, il est assez clair, il a bien homologué 700 francs pour ne citer que ce cas. Mais le prestataire, quand même, vous parle de 17 500. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a supercherie quelque part. Il y a doublure, il y a tricherie quelque part. Et l'audit en temps réel, et c'est ce que nous apprécions de la part des fins limiers du tribunal, de la cour, de la chambre des comptes, autant pour moi, je reviendrai là-dessus, pourquoi je parle de la cour, de la chambre, la cour des comptes. Alors, les fins limiers, ces fins limiers-là, ils ont pu détecter cela. Mais, je pense que c'est M. Yada, c'est vous qui contrôlez le débat, il faudrait qu'on dise aux Camerounais, tel chef de département ministériel a fauté dans tel domaine. Vous avez cité le cas de tout à l'heure. Nous avons cité aussi d'autres cas de réception des dons renvoyés au niveau du ministère de la Santé et par la suite demander facture jusqu'à ce que le Premier ministre, c'est-à-dire Dr Jason John Gouté, fasse rentrer les fonds logés à la BGFI, banque ici au Cameroun, dans le compte de l'État. Donc, vous dites que si les taux se resserrent, c'est qu'il y a eu anguille sous roche. En d'autres termes, les procédures n'ont pas été respectées. Et puis, il faut qu'on détermine véritablement qui doit payer du quoi.
Dans tous les cas, la gestion de la chose publique. Les Camerounais attendent, hein, les jours à venir vont certainement mieux nous éclairer. Paul-Stéphane Monunga, beaucoup de ministres aujourd'hui sont en prison, pas parce qu'ils ont détourné la fortune publique, mais pour faute de gestion. Faute de gestion, ce sont des mots qui sont venus à cela quelques temps, hein, depuis que le tribunal criminel spécial existe. On parle beaucoup plus de ça. C'est vrai que ça existait déjà depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut penser que nos ministres devraient encore aller à l'école pour aller apprendre la gestion? Puisqu'on se dit que dans un département ministériel, c'est toute une équipe qui travaille. Alors, si on épingle encore les ministres aujourd'hui pour faute de gestion, c'est quoi le problème? Le véritable problème, c'est la nature de notre système. J'ai l'habitude de vous dire ici qu'on est dans une séparation de pouvoir dans les textes, mais dans les faits, on est dans un monocratisme. Ça veut dire que tout part du président de la République, que vous soyez de l'exécutif, du législatif, et même quand on rentre dans l'exécutif, même malgré le fait qu'il soit bicéphale, avec un chef du gouvernement et un chef de l'État, on se rend toujours compte qu'il y a la prépondérance du chef de l'État. Vous voyez que le nom du SGPR revient toujours. Et quand vous lisez le texte qui encadre le SGPR, il est le bras séculier du président de la République. Donc la faute déjà à la nature de notre système qui est monocratique, c'est-à-dire qui repose sur le président de la République. Ça veut dire qu'il faudrait déjà qu'on revise notre constitution et qu'on essaye d'appliquer la constitution qui sera révisée. Moi, je suis dérangé par rapport à cette affaire de Covid-Gate à plus d'un titre, parce qu'on se rend compte qu'en réalité, si ce n'était pas le FMI, on serait passé outre. Comme on est passé par rapport à l'affaire, par rapport aux malversations financières des infrastructures liées à la CAN. Apparemment, il faut le dire apparemment. Parce qu'on a fait dire à notre président de la République que le Cameroun sera après le jour dit, et après, il a été obligé de dire que la CAN avait glissé. Donc, je voudrais, avant de continuer dans mon analyse, préciser qu'il faut avoir deux grilles de lecture. Une grille juridique qui consiste à préciser que pour le moment, ces derniers bénéficient de la présomption d'innocence jusqu'à ce que les faits soient avérés. C'est la première grille de lecture et il faut le préciser qu'ils bénéficient jusqu'à présent de la présomption. Aucun ministre jusqu'ici n'a été incriminé. Hein, exactement. Mais maintenant, en utilisant la grille sociologique, c'est là où je vais essayer de pousser un peu ma pédale un peu plus loin. Vous vous rendez compte qu'il y a un ministère, on fait les surfacturations et ça ne dérange personne. En réalité, c'est malheureux et c'est triste parce qu'on se rend compte qu'on a une gouvernance qui ne tient pas compte de l'humain. La SICAM nous a vendu les cache-nez à 1200 ou 1000 francs. 1300. 1300, merci pour la précision. 1300 francs la pièce. Ils ont justifié beaucoup de choses, mais aujourd'hui on paye les mêmes cache-nez à 100 francs. Ça veut dire que l'État du Cameroun, avec les milliards qu'ils ont reçus, aurait pu donner les cache-nez à tous les Camerounais. Parce que nous, on a payé les cache-nez à 1000 francs alors qu'on a les SMIC de 36 270. Ça veut dire que le Camerounais s'est protégé lui-même au Cameroun. Ce n'est pas l'État qui a protégé l'individu de la Covid. Puisque quand vous faites une analyse, ils se sont lancés dans des marchés qui pouvaient leur permettre de blanchir de l'argent. Parce que faites un peu 17 500 moins 700, vous multipliez par le nombre de kits. Vous comprenez que ça vous aide facilement à blanchir l'argent. Et maintenant, je vais donc questionner nos institutions. Parce qu'on a un Parlement qui est censé contrôler l'action du gouvernement et voter les lois. Si on était dans un pays sérieux, à partir du moment où 23 ministres sont soupçonnés, je parle bien de soupçons, le Parlement doit enclencher la motion de censure. On voit quand même un député, hein, l'honorable Jean-Michel Nietzsche, pour ne pas le nommer, qui a depuis lors fait quand même des sorties pour essayer d'attirer l'attention des Camerounais en leur disant voilà et tout et tout. Il a été jeté en pâture par une partie de l'opinion qui estime que c'est pas sur les médias mais plutôt à l'Assemblée nationale. Est-ce que ce n'était pas finalement un exemple à suivre pour les autres, fût-il des partis qui sont opposés politiquement à ces derniers-là? Justement, ça pose le problème de la nature de notre régime, comme je dis, et la qualité de nos parlementaires même, parce qu'il faut essayer d'imiter ce qui est bien ailleurs. Même quand on est au parti au pouvoir, quand on appartient à un pouvoir et qu'on a été investi, il faudrait qu'on sache qu'on représente d'abord le peuple. On ne représente pas le parti politique. Ça veut dire qu'il y a certains intérêts où on doit essayer de mettre sa casquette politique de côté et agir pour le peuple. Parce qu'un parlementaire, c'est celui qui parle pour le peuple. Parce que nous tous, 25 millions de Camerounais ne peuvent pas se retrouver au Palais des Verts pour parler des questions de la République. C'est pour ça qu'on leur délègue notre pouvoir, pour qu'ils aillent parler pour nous. Or, on se rend compte qu'ils ne parlent pas pour nous, ils parlent pour le parti qui les investit. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Nous, les jeunes, on doit commencer à s'interroger. Est-ce qu'on doit continuer
à donner le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif à un même parti? Point d'interrogation. Parce que si on était dans un parti sérieux, ce gouvernement devrait déposer sa lettre de démission. 23 ministres en audition, c'est quand même très grave. On peut quand même aussi dire qu'il y a des ministres qui ne se reprochent de rien. Même s'ils ne se reprochent de rien. Tout ça, c'est même pas reçu de fonds. Après enquête, il y a des ministres, on ne va pas nommer, on va pas citer nos noms, il y a des ministres ici qui sont allés se balader au TCS. Je suis d'accord. Du moins qui iront se balader là-bas, comme titre encore un journal aujourd'hui, qui ne se reprochent totalement de rien, ils savent qu'ils n'ont rien touché, d'autres vous disent même qu'ils ont reçu le chèque, ils ont remis le chèque à monnaie du forme. Il y a des ministres qui le disent, qu'ils ont reçu le chèque, ils ont remis le chèque à monnaie du forme. Alors maintenant, on ne peut pas quand même dire ici que le ministre de la Santé, lorsqu'on parlait d'une crise, lorsqu'on parle d'une crise aussi grave que le coronavirus qui terrorise encore les Camerounais, moi je me dis que nous sommes encore dans l'actualité. Il est vrai qu'on fait quand même un constat, depuis qu'on parle quand même de cette audit, le corona semble aussi également se reposer en attendant que curieusement, on ne fait plus, on nous parle plus du nombre de contaminés, on ne nous parle plus des mesures barrières et autres. On a l'impression que le Covid attend aussi l'audit, après l'audit le Covid va revenir. Bon, ça c'est une parenthèse entre autres, mais tout au moins le ministre de la Santé n'avait pas le choix, il devait automatiquement gérer de ses fonds. Est-ce que la question maintenant celle de savoir, je vous la pose et vous sortez par là, X Camerounais à sa place aurait fait mieux, encore qu'on ne l'accuse pas déjà jusqu'ici? Ouais, un Camerounais qui se soucie de l'humain aurait fait mieux, parce que en réalité, les 10% qui nous gouvernent n'avaient pas besoin de ces fonds, de ces 180 milliards pour se protéger, parce qu'ils en ont déjà énormément. C'est nous qui avons besoin de ça. Ça veut dire qu'un Camerounais soucieux se serait rassuré que la SICAM pouvait fabriquer les masques et qu'on nous les vendait à 50 francs ou 25 francs. Mais quand vous parlez de l'humain, j'ai un peu envie de réagir, parce qu'il y a certains qui se foutent pas mal de l'humain. Parlons peut-être plutôt du citoyen camerounais qui a des droits et des devoirs, ce qu'on devrait en réalité faire. Parce qu'il y a des gens qui s'en foutent pas mal de l'humain. Quand je parle de l'humain, dans votre peau ou pas, ils se fichent pas mal. Quand je parle de l'humain, c'est exactement de tout ça. Vous avez juste expliqué, parce que quand vous lisez le libéralisme communautaire de Paul Biya, il met l'humain au cœur de son livre. Donc j'ai l'impression que ces ministres ne lisent même pas son livre. Donc je disais donc que si moi, par exemple, j'avais été à sa place, c'est ce que j'aurais fait. Je me serais rassuré qu'on vendait les gels peut-être à 50 francs ou 100 francs à la bourse du Camerounais qui gagne 36 270. C'est de ça qu'il est question. Est-ce que la critique n'est pas facile et l'art difficile, comme je le disais dans mon propos liminaire? C'est vrai, elle peut être facile et difficile, mais il y a des réalités. Je vous dis que ces ministres n'avaient pas besoin de l'assistance par rapport à ces fonds. C'est nous qui en avons besoin, parce qu'on n'a même pas d'argent. Nous, on est ce qu'on appelle trivialement au quartier des jongleurs. Ce sont les jongleurs qui avaient besoin de ça. Et je sors par les sacs de riz d'Oka. Dans toute ma grande famille, que ce soit en ville ou jusqu'au village, personne n'a eu le sac de riz d'Oka. Parce que moi, on peut me dire que je suis à Yaoundé. Mais j'ai les gens jusqu'à Meba, jusqu'à Ngaoundé, personne n'a dit que je suis le sac de riz d'Oka. Donc, en réalité, il y a un problème quelque part. Nos institutions ne nous servent à rien. La CONAC, le CONSUP et la NIF. Et j'ai même peur de dire que le TCS, parce que si on évalue le TCS, depuis sa création, le bilan est négatif. D'accord, merci Bertrand Tchankam. Voilà, on a ce cas qui est là sous la main. On sait tout au moins, hein, vous êtes journaliste et vous connaissez aussi beaucoup dans le domaine de la biochimie et de la médecine. Le Cameroun avait prévu depuis 2013 une caisse pour essayer de juguler, tout au moins de réguler les épidémies au Cameroun en ce qui concerne la prévoyance, la prévention. C'est-à-dire on prélève 10% dans des hôpitaux de souveraineté tous les mois de manière mensuelle. On reverse là-bas pour prévoir ce genre de cas. Ça veut dire quand le Covid arrive, avant de tendre la main au Fonds monétaire international, on va d'abord dans cette caisse. On dit bon voilà, la caisse existe, on a combien? Voilà déjà ce qu'on peut mettre sur la table pour commencer à gérer le problème. Alors si c'est insuffisant, tout de suite, on peut donc commencer à tendre la main aux institutions telles que la Banque mondiale ou du moins le Fonds monétaire international. Vous avez également eu vent de cette information que depuis 2013, mais ici, on ne fait pas cas. On ne peut pas faire écho d'une telle information. 10%. Je vous rappelle qu'au Cameroun, nous avons 2300, c'est environ 2350 formations sanitaires. Alors depuis 2013, il avait été question que chaque formation sanitaire donne 10% de ses revenus comme fonds de souveraineté. Tout à fait. Aujourd'hui, on se serait retrouvé peut-être à 100 milliards de francs CFA. Mais on n'en parle pas, cher ami. Quand il y a de l'argent comme ça, non, ça ne fait pas de bruit. Vous savez qu'au Cameroun, notre pays est un peu géré de façon assez villageoise et kafkaïenne. Et je voudrais dire pour ceux qui nous regardent actuellement, on n'avait pas besoin du FMI
On a des tradithérapeutes au Cameroun. Moi-même, je suis tradithérapeute. Coronavirus, c'est quoi? Si on avait pris seulement 10 milliards de francs CFA pour donner aux tradithérapeutes. Disons, vous le donnez, quoi. Je n'ai pas parlé de moi. Okay. Je suis tradithérapeute. J'ai quand même est-ce que les tradithérapeutes ne pouvaient pas détourner aussi cet argent? Non, pas du tout. On ne soigne pas pour se faire de l'argent. Vous n'avez pas quand même dit que 6 années à l'université, c'était pour rien. On aurait pu donner, prendre seulement 10 milliards de francs CFA. On donne 4 millions aux tradithérapeutes. Trouvez-nous. Corona même, c'est quoi? Ça a tué qui? Je vous dis que les tradithérapeutes auraient trouvé des solutions miracles. Il y en a, même la dernière maman qui est quelque part en Golmodoka. Elle soigne ça. Mais ils n'ont pas cru aux tradipraticiens. C'est pour ça qu'elle dit que ce pays est maudit. Même au grand dialogue, est-ce qu'on a fait venir les tradithérapeutes? Est-ce que même... je voulais qu'on reste quand même ici sur la question. Revenons là. La question qu'il faille se poser ce soir en tant que journaliste, c'est celle-ci. Oui. Pourquoi est-ce que la corruption a toujours pignon sur rue au Cameroun? Pourquoi est-ce que ce régime-ci ne fait que nous faire du cinéma en un point fini? Pourquoi les salles de cinéma ont été fermées et nous vivons le cinéma en un point fini? Je ne voudrais pas parler de ces 23 ministres qui iront en prison gentiment, il n'y aura plus de place pour eux. Mais je ne dis pas qu'ils iront en prison, ils sont encore présumés. Ils sont présumés, mais ils iront. Ils iront. Comprenez ça comme ça, ils iront. Ça vous engage ce que vous Ça ne va pas changer quelque chose dans le panier de la ménagère, parce que la ménagère, ma voisine du quartier qui est infirmière, qui n'a que 40 000 francs CFA de salaire, va toujours... Elle doit sa tentative de suicide au quotidien. Laissez un peu la maîtresse aujourd'hui. Parlons du Covid. Je dis ceci, n'est-ce pas? Hein? Ceux à qui on a donné l'argent du Covid n'avaient pas de feuille de route. Parce qu'on ne peut pas vous donner de l'argent, on vous dit, oui, voilà 180 milliards de francs CFA. Prenez ceci, oui, j'ai donné à tel. Non. Monsieur Eyada, vous êtes économiste. Quand on sort un budget, vous savez quand même que gérer, c'est prévoir. Il faut avoir des prospectives. Il faut être avant-gardiste. Quand vous n'avez pas de prospective, quand vous n'avez pas de prévision, vous restez dans une logique de prédiction, ça prête à confusion. Bonjour la désolation. Oui, déjà, le régime de Yaoundé n'a pas fait confiance aux praticiens camerounais. De deux, on n'a pas compris qu'avec l'expertise locale, le chef de l'État avait déjà instruit qu'on devait fabriquer l'azithromycine 5 millions chloroquine, mais ça n'a pas été fait. On s'est tout foutu de sa gueule. Et je voudrais vous dire qu'en dehors de coronavirus, on s'est encore foutu de la gueule du président de la République. Il avait pris sur lui la responsabilité d'organiser la CAN. La nature coronavirus nous a donné la chance même que ça soit pour l'année prochaine. Mais on vous dit 163 milliards, ce n'était pas suffisant. On a encore pris 55 millions augmentés. Qui est allé en prison pour ça? Donc, je voudrais quand même qu'on reste ici sur le sujet lié notre pays avec certains ministres qui voient les choses. Je ne veux pas parler de coronavirus parce que journalistiquement parlant, on dit qu'on ne doit pas influencer un truc qui est déjà en cours. Mais sauf que vous avez déjà envoyé 23 ministres en prison. Non, j'ai dit qu'ils vont aller en prison. Oui, mais je ne veux pas parler d'eux. Je suis en train de dire qu'on doit faire... C'est ce que vous dites indirectement. C'est-à-dire qu'une affaire qui est en cours de justice... Une affaire qui est en cours de justice, vous vous prononcez. J'ai dit qu'ils vont aller, ça c'est ma conviction personnelle. Je ne juge personne, je n'ai pas dit que c'est votre souhait qu'ils aient en prison. C'est mon souhait. D'accord. Oui. Et j'étais en disant tout à l'heure que notre pays a besoin... On va faire les états généraux de notre pays. Parce que notre pays se porte mal. Pas le débat. Ne passionnons très mal. Je vous en prie. Cher ami, pas le débat. Cher ami, le débat se trouve au niveau que je vous en prie, laissez s'exprimer. Le débat se trouve au niveau du contrôle. Vous connaissez un secteur qui se porte bien au Cameroun? Kamek Kodekol. Mais je ne voudrais pas qu'on aille dans tous les sens. Vous êtes lavé, moi je ne me suis pas lavé. Moi je me suis lavé depuis hier, je me lave bien. J'ai pas d'eau. Mais où est le rapport entre l'eau et les je vous ai dit que Covid Gate, ce n'est qu'un cinéma de trop. Le pays ne se porte pas bien. D'accord, merci. Merci, donnez-nous le temps. L'autopsie doit se faire dans tous les secteurs. Merci. Que ce soit l'économie, la santé. Sauf qu'aujourd'hui, on a tous les secteurs ne se portent pas bien. Merci, Bertrand Tchonkam. On va accueillir. Si le FMI nous fait pression, ça veut dire qu'il y a un problème. Ne pleurez pas, ne vous fâchez pas non plus. C'est relax sur le plateau du Grand Soir. Voilà, on va accueillir le quatrième et dernier invité qui, malgré tout, a fait tout pour nous retrouver. Il est là. Il s'appelle Eric Guégim. Il est le président national du parti des écologistes du Cameroun. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. C'est une deuxième fois pour nous de vous avoir sur ce plateau. Comment se porte votre parti? Ça se porte très bien. Le nombre d'adhérents remonte. Donc je vois que la question écologique, c'est une question qui préoccupe les Camerounais actuellement, surtout les jeunes. Donc je pense que la dynamique est en route et que la question écologique va être maintenant au centre de l'innovation
que nous souhaitons apporter à la politique camerounaise. D'accord, nous saurait parler d'écologie sans faire allusion à la santé, puisque ça va dans ce sens. Et aujourd'hui, on parle de la santé. Il est vrai que le sujet qui nous intéresse ici est beaucoup plus. C'est 180 milliards que le FMI a mis à la disposition du Cameroun pour essayer de régler le problème du coronavirus qui continue de faire des ravages jusqu'ici. Il est vrai que Bertrand Tchenkam n'y croit totalement pas. Vous également, vous êtes au courant de cette activité. Dans un premier temps, quel est votre regard en tant que leader d'un parti politique, de savoir que certains ministres aujourd'hui sont en train de trembler, comme on dit au quartier, parce que le TCS risquera une fois de plus de frapper? Ben écoutez, c'est une question qui préoccupe tous les Camerounais, moi également. Donc, cette gestion financière des fonds alloués au Covid, ça montre que dans notre pays, il y a vraiment il y a un grave problème. Mais il faut préciser aux Camerounais, ce qui est important, c'est de dire que la crise sanitaire du coronavirus qu'on parle aujourd'hui est la conséquence d'une crise beaucoup plus grave, qui est la crise écologique. Et ça, c'est là où il y a le lien, parce qu'aujourd'hui, l'écologie, si l'écologie avait été au cœur des décisions ou des institutions du Cameroun, on ne serait pas aujourd'hui déjà dans cette crise sanitaire, qui est devenue une crise mondiale, mais donc beaucoup, alors qu'il y a une crise beaucoup plus grave qui fait plus de ravages, qui est la crise écologique. Elle fait plus de ravages et crée plus de problèmes. Donc c'est important de rappeler déjà aux Camerounais qui savent que la cause profonde de la crise sanitaire qu'on vit aujourd'hui, qui est la crise, est la conséquence de la crise écologique qui existe depuis longtemps, dont on n'en parle pas. Ça, c'est une chose. Maintenant, au niveau de la gestion des fonds, c'est une catastrophe. Donc je pense qu'aujourd'hui, j'ai vu ce rapport qui a été produit, où il y a beaucoup de ministres qui sont inclus dans cette gestion, mais je pense qu'aujourd'hui, ça aurait se faire beaucoup plus tôt, parce que je ne pense pas qu'on aurait pu avoir, et déjà ils sont présumés innocents, tout à fait, clair. Tout à fait. Ça il faut le rappeler, et on laisse la justice faire son travail, et on espère avoir plus d'éclaircissements et plus d'explications. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on interroge ces ministres, il faut qu'ils s'expliquent, il faut qu'ils se défendent pour qu'on puisse comprendre le fond du problème. Donc là, on va laisser la justice faire le travail. D'accord, on va laisser la justice faire le travail. Ben, au-delà des soupçons, si on essaye de voir les soupçons, pas au-delà, si on essaye de voir les soupçons qui pèsent aujourd'hui sur la tête de certains ministères, est-ce qu'on ne peut pas essayer de justifier ça avec l'urgence qui était là, puisque le corona n'a pas prévu, le corona est arrivé de manière... c'était une surprise, c'était la grande surprise de tous, personne n'a invité le corona à la grande table de la santé de notre pays, le corona est survenu, et aussi l'argent est survenu. On voit bien l'horrifique qu'il y a autour du vaccin aujourd'hui, où on était dans une certaine mesure de ne pas respecter le canevas normal d'un vaccin et sous le coup de la précipitation de le mettre sur pied. Est-ce qu'on ne peut pas aussi dire que ces fonds sont arrivés comme ça, ils ont été gérés entre guillemets de manière calamiteuse parce que justement il y avait la précipitation. Il fallait sauver des vies, c'est ce que je veux dire. Il faut comprendre quelque chose. Moi, je ne crois pas à l'urgence. Pour moi, l'urgence, c'est un mot que je ne crois pas, parce que quand on dit urgence, ça veut dire qu'il y a faute. Donc le corona a commencé en Chine, donc Covid-19 comme on le dit, donc en l'année 2019. Ça veut dire que c'est arrivé au Cameroun beaucoup plus tard. Et je pense qu'on l'a vu venir. On l'a vu venir. Si on avait pris des mesures qu'il fallait, je pense qu'aujourd'hui on ne devait pas gérer cette crise, puisqu'on voyait bien comment ça impacte le monde. On a vu comme c'est quitté de la Chine, c'est passé à l'Europe. Ensuite de l'Europe, c'est arrivé au Cameroun, en Afrique, etc. Et tout. Et puis l'Afrique a été le continent qui a beaucoup résisté. Parce que vu la malaria, le paludisme, qui a un traitement déjà sur base de chloroquine, etc. et tout, où on a des choses comme ça fait que l'Afrique est un continent qui a beaucoup résisté à cause de la malaria, qui a des médicaments similaires. Donc, ce qui fait qu'on était quand même là. Maintenant, quand les fonds sont arrivés, je pense qu'on aurait dû prendre toutes les dispositions nécessaires pour que nos concitoyens puissent bénéficier d'une gestion saine de ces fonds, parce que c'est quand même des vies humaines qui sont en jeu. La question, ce n'est pas les 180 milliards, c'est le fait combien de personnes sont mortes parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Ça, c'est la bonne question. Ce n'est pas une question d'argent, c'est qu'il y a des décès. Il y a des gens qui sont morts et continuent à mourir. Ils auront pu peut-être bénéficier des soins si on avait fait le maximum. Parce que là, il s'agit de quoi? Il s'agit qu'on a fait le minimum dans une situation où on perd les concitoyens. Et ça, c'est dangereux. Parce que si on avait géré les fonds, on aurait fait le maximum. Si on achète peut-être 10 respirateurs, alors qu'on ne pouvait en acheter 100. Vous comprenez bien qu'il y a des gens qui meurent parce qu'il n'y a pas de respirateurs. Donc ça, c'est grave. La conséquence humaine, elle est terrible. C'est ce problème qu'il faut regarder. Combien de Camerounais sont morts
dû au fait que la gestion des fonds n'a pas été optimale? Voilà la bonne question. Et ça, c'est le bilan qu'il faut dire au Cameroun. Et c'est ça la bonne question. Mais est-ce qu'on ne peut pas se targuer en se disant quand même que l'OMS nous a félicités et que compte tenu des morts qu'il y a eu dans les pays voisins, le Cameroun n'a pas eu assez de morts et que nous sommes même arrivés à un certain moment à 96% du taux de guérison avec les lits qui étaient presque inoccupés? Est-ce que ce n'est pas un argument assez solide pour montrer que le Cameroun a quand même bien géré cette crise au-delà? C'était grâce à la pharmacopée. Vous blaguez. Je pose des questions. Non, mais écoutez, vous pensez qu'un mort vaut plus qu'un autre? Vous pensez qu'une vie compte? Bon, aujourd'hui, on parle quand même en Inde de 200 000 morts. Mais attendez, une vie est une vie. Quand il faut sauver une vie, on ne dit pas que non, le Cameroun a eu 100 morts, l'Inde en a eu 2000. La question n'est pas là. La question, c'est qu'une vie est importante. Chaque vie qu'on peut sauver, on doit la préserver. On ne peut pas dire qu'on en a fait assez. C'est qu'on parle d'une vie humaine. C'est quand même grave. Donc, je pense que dans cette situation, c'est important parce que le gouvernement avait l'obligation de sauver des vies. Pour moi, cette question de 180 milliards, qu'on dit qu'il y a des problèmes, il y a des détournements, etc., c'est le nombre de morts qu'il faut mettre en jeu. Combien de personnes sont mortes parce qu'ils n'ont pas pu bénéficier de soins adéquats? Combien de personnes manquent de respirateurs alors qu'on aurait pu en faire plus? Des plateaux techniques dans nos hôpitaux, etc. Oui, alors je voudrais dire que oui, on déplore les pertes en vies humaines, c'est très important, mais la conséquence, la cause en amont, quand on met de l'argent qui est le nerf de la guerre pour sauver ces personnes, il y a des téméraires parce qu'ils sont gestionnaires de fonds publics et c'est de ça dont il est question ce soir. Pourquoi les taux se resserrent autour d'eux? Parce qu'on s'est rendu compte que dans la gestion, ils ont été vraiment indélicats. Et mon problème ici, c'est le contrôle. Comment est-ce qu'il a été géré, ce contrôle politico-administratif et même économique et financier? Moi, c'est ma préoccupation. Je ne voudrais pas voir tout dans le noir en disant on est maudit. Non, on n'a pas été maudit. Cet argent, nous l'avons touché de la réalité. On parle de 180 milliards de francs CFA. On peut parler de malédiction. Quand l'instruction est donnée, rien a été bien géré. Quand l'instruction a été donnée au ministère de la Justice d'ouvrir l'enquête là-dessus, suffisamment, le ministère n'avait pas assez de preuves ou alors n'avait pas assez d'éléments pour le faire. Alors, maintenant, quand l'ouverture a suivi son cours, on s'est rendu compte que bon, voilà, il faut ouvrir une enquête TCS. Et le Fonds monétaire international se préoccupe non pas de l'arrestation ou bien de l'incrimination seulement des hommes, mais nous dit comment ces fonds ont été gérés pour que d'autres décaissements arrivent. Si nous voulons préserver des autres vies, il faudrait que cet argent qui a été donné et qui sera encore donné, ces sommes d'argent, doivent être la traçabilité de cette gestion. Donc moi je pense que c'est là où il y a le problème. Le président du parti écologique l'a dit, on ne peut pas régimber à ce qu'il a dit, que c'est l'écologie d'abord au départ, avant la santé, on est tout à fait d'accord. Mais le nez de la guerre, qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent? Avec tous ces centres qu'on nous a, je peux dire, bluffé, le Cameroun veut bien savoir. Mais pourquoi à un certain moment, je n'ai pas été capable, le voisin le disait, j'ai acheté le cache-nez à 1000 francs, alors qu'aujourd'hui, on le vend à 100 francs. Donc ça veut dire que la valeur du prix a été biaisée quelque part. Est-ce que l'on n'est pas dans le principe économique qui voudrait que plus un bien est rare, plus il est cher, puisque ça se voit aussi la rareté d'un bien automatiquement. C'est la raison pour laquelle c'est de bonne guerre. C'est la raison pour laquelle le FMI appuie l'État du Cameroun dans le cadre du comité multipartenaire. Parce qu'on se rend compte que, oui, pour réguler, on se rend compte que l'État du Cameroun, certainement, a des difficultés au niveau de ses finances. Alors, en tant que partenaire financier et technique, c'est-à-dire Banque mondiale et FMI, il faut venir à l'aide à ce frère et amis et partenaires avec qui nous traitons. Donc, le malheur ne peut pas le frapper et il veut anticiper, on ne l'aide pas. Le FMI l'a fait. Maintenant, dites-nous, pour gérer ces fonds, nous voulons l'audit indépendant. Vous êtes capable de mettre l'audit indépendant. Vous dites non, l'audit va se faire de façon interne. L'audit va se faire de façon interne. Alors le FMI rive son regard vers la cour, j'allais dire, la chambre des comptes. Oui, la chambre des comptes. J'ai toujours tendance à dire la cour parce que les directives de la CEMAC voudraient que toutes les juridictions au niveau de l'Afrique centrale soient érigées en cour des comptes. Mais par contre, je crois bien le Cameroun claudique encore un peu dans ce cadre-là. C'est pourquoi nous avons encore la chambre des comptes. Pourtant, quand vous regardez à côté de nous, tous ont des juridictions comptables, des juridictions de comptes. Donc ici, le problème c'est de savoir si les taux se resserrent,
et c'est quoi bien, c'est la thématique du sujet, si le taux se resserre, c'est parce que tel a mal géré, tel a fait ci, tel a fait ça. Et je crois que c'est là où nous devons insister. On a parlé de la chloroquine. On a parlé de la chloroquine. Pourquoi dire que nous pouvons fabriquer la chloroquine alors que le fait prouve que les médicaments ont été importés et puis mis sous emballage au Cameroun et redistribués. Mais là, il y a tromperie sur la marchandise. C'est ça qu'il faut décrier. Et c'est cette gestion financière-là qu'il faut décrier et dire, bon voilà, les Camerounais, voilà ce qui s'est passé. Au niveau du ministère de la Santé, quelles que soient les sociétés écrans qu'on a placées, soi-disant, nous allons dire, je me défends parce que les instructions ont été du secrétaire général, du ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, puisque c'est lui qui gère la taxe forte. C'est tellement léger. Juridiquement, c'est vraiment léger. Donc pour moi, je voudrais qu'on revienne sur cet élément pour montrer que, monsieur le ministre, c'est léger. S'il y a eu une faute de gestion à ce niveau et qui vous incombait, vous allez payer gorge. Merci, vous allez payer gorge. D'après vous, c'est ce que vous dites, Paul Stéphane Monunga. Lorsqu'on suit quand même l'économiste Dieudonné Somba, il est assez dur avec cette histoire de 180 milliards. Il estime que déjà, selon lui, au moins 5 ministres vont regagner les portes de Kondengui. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le volet économique, où il dit que nous pourrons, si c'est avéré que cet argent a été véritablement mal géré, entrer dans une forme d'ajustement structurel bis, avec un fonds monétaire international qui va nous imposer un certain nombre de choses, naturellement un nouveau gouvernement, naturellement avec un nouveau projet de loi à l'Assemblée nationale qui vise à modifier notre budget et quelque chose d'assez grave qu'on risque de diminuer, tout au moins baisser la masse salariale en ce qui concerne nos fonctionnaires. Si aujourd'hui il s'avérait même que les ministres soient épinglés, qu'ils aient en prison et qu'ils écopent de 100 ans d'emprisonnement, est-ce que ça sera assez suffisant pour sortir le Cameroun véritable de l'auberge? Ce ne sera pas assez suffisant. Et moi, j'ai même dit quelque part que la prison ne suffisait pas. S'il s'avérait que certaines personnes étaient coupables, parce que mal gérer les fonds pour sauver les Camerounais, en réalité, c'est faire du terrorisme. Parce qu'il y a deux types de terroristes. Il y a les terroristes actifs, ce sont ceux comme Boko Haram. Les terroristes passifs, ceux qui volent l'argent. Le terrorisme financier. Voilà, et les gens meurent. Donc j'ai envie de dire que la prison ne suffirait pas. Je ne sais pas les mesures que le président pourrait prendre, mais la prison seule ne suffirait pas. Parce qu'on peut même récupérer les biens des gens dans ce pays, au lieu de les envoyer en prison, parce qu'on a des milliardaires en prison aujourd'hui qui ne nous servent à rien. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas d'eau potable à Yaoundé, on n'a pas d'électricité, on a les salles de classe qui sont en paille dans le Grand Nord, on a beaucoup de choses qui nous manquent. Pourtant, on a des milliardaires qui peuvent même financer la crise de Covid-19. Donc, la prison ne suffira pas. Et j'ai envie de dire qu'en réalité, l'économiste Dieudonné Somba a raison dans une certaine mesure, où c'est ce qui s'est passé dans les années quand le président disait que le Cameroun n'ira pas au FMI. Et subitement, on s'est retrouvé dans une crise où on nous a imposé l'ajustement structurel qui a suivi avec les privatisations. On a privatisé notre régie FERCAM, on a privatisé notre électricité, on a privatisé notre eau. Aujourd'hui, on se rend compte qu'en réalité, on a privatisé nos sociétés de souveraineté parce qu'il faut noter ici que le FMI n'est pas notre ami. Tout à fait. Les qui sont derrière le FMI? Il précise que le FMI est créé en 1945 justement pour jouer le rôle du C'est la raison pour laquelle j'ai parlé de partenaire. Parce qu'à l'époque, il y avait cette relation entre débiteurs et créanciers où tel avec le droit, lorsque l'autre n'avait pas remboursé, de venir peut-être empiéter son territoire. Exactement. Le FMI vient donc, un peu comme cet huissier là, on sait très bien, il précise bien dans une métaphore bien avérée que lorsque l'huissier vient chez vous saisir, il s'en fout éperdument des pleurs de votre femme et de vos enfants, encore qu'il est souvent accompagné par les gendarmes et les policiers. Donc si jamais cette situation arrive, on s'avance là vers une position assez critique pour notre pays. Exactement. À cause de secteurs, de quelques individus. Donc je ne voudrais pas m'attarder sur ce qu'on pourrait faire à ces individus. J'aimerais savoir ce qu'on peut avoir comme pan de solutions pour essayer tout au moins de garder la tête hors de l'eau. Essayer de garder la tête hors de l'eau. Je vais déjà noter que ce n'est pas à cause de ces individus, c'est à cause de l'impunité qui a été installée dans le renouveau depuis 1982. Parce qu'il faut noter que l'impunité entretient la corruption et la corruption se nourrit dans l'impunité. Regardez le mécanisme de gestion au Cameroun, vous allez vous rendre compte que c'est l'impunité qui prévaut. Parce que, je l'ai dit au départ de mon propos, c'est regrettable que ce soit le FMI qui nous fasse pression pour qu'on voit clair sur la gestion des fonds Covid. C'est leur argent. Jusque dans son argent. C'est leur argent. C'est l'argent du FMI. C'est là où je voulais arriver. C'est quelque chose de naturel en gestion. Quand je vous donne mon argent
et qu'on est dans un partenariat, pour que je vous donne la suite, vous devez me rendre compte. Je ne dois pas vous faire la pression. Si je dois vous faire la pression, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Si les gens doivent être auditionnés et qu'on doit demander les audits internes, ça veut dire qu'il y a un problème dans le fond. Exactement. Donc, je pense qu'en réalité, il faudrait qu'on arrête avec ce système d'impunité qui jusqu'ici ne nous a pas du tout aidé. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société, pour reprendre le philosophe Lucien Haïssi, qui disait que dans une société corrompue comme la nôtre, les prostituées passent pour des dames nobles. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui, où des crétins passent pour des hommes intelligents. Aujourd'hui, on a des gouvernants qui pensent qu'ils sont les plus intelligents du monde. Pourtant, ils ne savent pas qu'on a fait tous les mêmes écoles. Ils ont juste eu la chance d'aller à l'ENAM et dans je ne sais trop quoi, et de bénéficier de la confiance du président de la République. Donc, il faudrait qu'en réalité, pour sortir de l'auberge, qu'on demande à ceux, pour répondre à votre question, si les faits sont avérés, qui ont détourné cet argent, de rembourser d'abord déjà cet argent. Bon, comment rembourser si avec cet argent, on est allé acheter 1 mètre carré de terrain à 285 000 dans un quartier UPD Yaoundé qu'on a planté pratiquement en quelques mois, quelques grosses villas. L'État a tous les mécanismes, l'État peut saisir et revendre. Je dis, il faudrait qu'il y ait des preuves. On peut utiliser les prête-noms. L'article 66 n'est pas évoqué ici. Justement, la NIF nous sert donc à quoi? Agence d'investigation financière. Elle nous sert à quoi? Elle doit donc investiguer pour que ces derniers remboursent cet argent. Pour d'abord traquer les sociétés écrans. Exactement. C'est là où il y a le problème. C'est ça que je suis en train de d'abord essayer de traquer les sociétés écrans. La NIF a tout son rôle à jouer dans ce sens. Investiguer pour savoir ce qui s'est réellement passé. Et si les faits sont avérés, on récupère les biens et on les vend simplement. Et on restitue le corps du délit et on met ceux qui ont commis ces actes en prison. Merci, on va prendre quelques messages. C'est Angos Michel Archange qui nous écrit: pourquoi M. Monunga fait comme si c'était le Fonds monétaire international qui inspire la culture d'audit au Cameroun, ou que nos structures juridiques ne traitent jamais les affaires de faute de gestion ou de malversation financière. Que Bertrand sache que la médecine traditionnelle n'a pas été lésée. Monseigneur Cléda a travaillé avec le ministère de la Santé et a été accompagné et soutenu dans la prise en charge des cas. C'est pas aujourd'hui qu'il y a une collaboration entre la médecine conventionnelle et la médecine traditionnelle, qui est d'ailleurs un secteur de la santé publique reconnu par la stratégie sectorielle de la santé du Cameroun. C'est Angos Michel Archange qui nous écrit. Il y a quelqu'un également qui me demande de ne pas interrompre le politologue Paul-Stéphane Monunga. Je m'en excuse vraiment. La personne estime que vous êtes assez cohérent et pertinent, donc je m'en excuse. Et puis voilà. Bonsoir Monsieur Yada. Rien n'a été respecté. Dans les textes, le Cameroun est blanc comme neige, mais dans l'application, c'est une autre chose. Il n'y a pas de RDPciste sur votre plateau. Pourquoi le monsieur en chemise blanche focalise son argumentaire sur le ministère de la Santé? Soudi Carrefour Mec, il est vrai que c'est le ministre de la Santé et le Minérésie qui sont déjà passés, à l'audit, et puis voilà, c'est eux qui font plus parler avec naturellement les prestataires en un point fini. Donc il est normal qu'on n'a rien contre le ministre de la Santé, mais on parle, tout le monde essaie de parler des faits, monsieur Soudi. Bonsoir à vous sur le plateau. Depuis quelques jours, l'actualité nationale tourne autour des fonds Covid et notamment ceux du Fonds monétaire international. S'il vous plaît, où sont passés les sacs de riz de cas? Cette histoire de où sont passés les fonds que le chef de l'État a instruit qu'on alloue au gouvernement pour la riposte nationale. Bref, je pense pour ma part qu'on ne doit pas seulement se limiter au fonds du Fonds monétaire international, mais tous les fonds qui ont été alloués pour cette pandémie, et que l'on nous dise si les chiffres qu'on communiquait chaque jour, ou du moins chaque soir, étaient vraiment réels, car force est de constater que depuis la publication des premiers résultats de l'audit, on ne nous parle plus des chiffres. Patrick Foutsap nous a écrit depuis Yaoundé. Merci Patrick pour votre message. On nous écrit du côté de la Côte d'Ivoire, c'est le 225. Monsieur Yada, la cause, la racine de la médiocrité au Cameroun, c'est le président Paul Biya. Vous défendez le président Paul Biya chaque fois, mais comment un homme nomme tous les jours des voleurs? Et Tounzi nous a écrit depuis Abidjan, rien ne prouve ici qu'ils sont tous des voleurs, encore que la justice est encore en train de faire son travail, donc n'allons pas vite en besoin, ils sont encore des présumés innocents. Monsieur Yada, le Cameroun de Biya a été classé
deuxième fois d'affilée le pays le plus corrompu du monde. Monsieur Yada, vous-même pourrez mettre fin à la corruption si vous devenez président du Cameroun. Ah, ne me souhaitez pas une telle responsabilité, je n'ai pas la prétention. Hein, voilà. Le Ghana de Rawlings, pour le moment, le Ghana de Rawlings, le Rwanda de Kagame ont mis fin à la corruption, monsieur Yada. Manaouda Marachi a refusé les dons du MRC. Voilà, c'est notre ami qui nous écrit. Et depuis la Côte d'Ivoire, notre message nous vient tout droit du Gabon. Bonsoir, monsieur Yada, c'est incroyable. Les Camerounais doivent demander leur argent au président de la République. C'est lui qui nomme les ministres voleurs. A dit qu'il n'y a pas de Camerounais honnêtes là-bas, dont le président est le problème. Jean depuis Lambaréné au Gabon, c'est votre point de vue. Jean, un autre message. Bonsoir monsieur Yada et ton plateau. Le Covid-Gate est un véritable gâchis pour notre pays. Et si cela est avéré pour les ministres impliqués, ils devraient rendre gorge. Il y a aussi des secteurs dans tous les domaines d'activité au Cameroun qui sont aussi pourris. Philippe nous a écrit depuis Douala. On revient avec le fameux cri de guerre de Thomas Massor. Waouh! Abarissor, Bertrand. Comment cet enfant a pu savoir où se trouvait l'arme? Ah, il est revenu sur la mise en bouche. Et comment a-t-elle fait pour déclencher le système de sécurité? Nos enfants ne sont que l'image de l'environnement familial. La nature peut avoir le dessus sur les inventions matérielles des hommes. Bertrand, mon Cameroun est un triangle béni de Dieu. Malheureusement, ce sont les gouvernants qui sont maudits de par leur action de malgouvernance, surfacturation, faute de gestion, détournement. Aujourd'hui, on entend un certain parmi eux donner des conférences de presse pour se blanchir le visage noirci. Et je m'interroge, pourquoi maintenant, y compris les prestataires de services lugubres, le chef de la nation, sous la pression du fonds des misères instantanées, il voulait certainement parler du Fonds monétaire international, a cogné du poing sur la table afin que justice soit faite dans ce vaste détournement à l'appel démontrant l'hypocrisie, l'ignorance et la bêtise humaine de nos hommes, comme pour dire, quand une comédie commence à se faire récurrente, celle-ci se termine par une tragédie. Les stades de la Cannes, l'autoroute de Douala, les barrages hydroélectriques considérés comme éléphants blancs, Osama, honte. C'est Thomas Massok qui nous a écrit. On ira également du côté de la messagerie pour évacuer un ou deux messages pour éviter de faire aussi des jaloux à la maison. Voilà, j'y suis. C'est Junior et TTB qui nous écrit. Junior Savio, il est du côté de Soie. Qui a mangé le riz de Orca? Encore cette histoire de riz. Le Covid-Gate emportera les gestionnaires des fonds Covid testés positifs à la 11e province où ils rendront gorge. Pourquoi les quelque chose de la nation n'ont pas observé les mesures barrières en gardant la distance d'un mètre avec les fonds Covid? Va-t-on se laver les mains sur le Covid-Gate? En tout cas, portons nos cache-nez, car cette affaire va sentir mauvais. Si on garde une distance d'un mètre, comment est-ce qu'on va donc toucher l'argent pour le dépenser, Junior? On nous a écrit une fois de plus ce soir un message assez long, on fera l'effort de le lire. Bonsoir le panel, ne faisons pas comme si nous ne vivons pas au Cameroun. Donnez-moi le nom d'un Camerounais qui n'aurait pas distrait un franc de cet argent au profit de sa famille, moi. Les moustiquaires sont stockés dans les domiciles des chefs de quartier qui ne sont pas des ministres, pendant que d'autres se font piquer par les moustiques au quotidien. Après le Covid-Gate, il y aura d'autres scandales et rien ne se passera. Laissez-moi manger mon tapioca avec du sucre. Je n'ai jamais vu 10 000 francs et vous parlez des milliards. Bonne soirée, Joseph de Mimboman. Vous ne me dites pas que votre téléphone a coûté 5 000 francs. Salut au panel. Les Camerounais et notamment nos gouvernants paraissent simplement maudits. Sinon, comment comprendre que de sérieux citoyens travaillent comme les étrangers dans leur propre pays? Ils se servent du Cameroun ou bien ils servent les Camerounais selon notre hymne national qui stipule, je cite, « te servir, que ce soit le but pour remplir le devoir toujours ». C'est très triste comme réalité. C'est Akama qui nous a écrit, ils sont nombreux à nous écrire, on va revenir certainement. Bonsoir monsieur Yada, demandez à votre invité de hausser le ton. Je pense qu'on avait un petit souci
on l'a réglé. On va prendre dans ce dernier message, le 224. Je ne sais pas de quel pays il s'agit jusqu'ici. Bon, voilà. Vraiment, vous faites une bonne émission. C'est tous qui l'a dit. Merci également pour le soutien. Bonsoir le plateau. Je suis Calix de Fougerolles. Il est temps que les Camerounais demandent les comptes pour les différents stades. Également, trop c'est trop. Tant qu'on n'a pas égorgé un Camerounais à la poste centrale, ils n'arrêteront pas de voler. Il faut respecter également les droits de l'homme. Bonsoir monsieur, j'aimerais savoir où en sommes-nous avec l'argent du projet filets sociaux. Merci Bertrand Tchenkam. Beaucoup de Camerounais estiment à tort ou à raison que justement ces audits sont faits sous la pression du Fonds monétaire international et que finalement rien ne sera fait, que voilà, on fait juste ça comme si c'était la poudre aux yeux, comme on le dit au quartier, pour faire plaisir un peu au Fonds monétaire international. Il y a quand même encore une autre petite enveloppe, autant pour moi, à nous donner. Que pensez-vous? Non, je voudrais dire aux Camerounais que nous parlons du Covid-Gate aujourd'hui. Je ne voudrais pas trop m'apitoyer dessus parce qu'on dit que la justice est déjà saisie de cette affaire. J'ai dit tout à l'heure que le Cameroun ne se porte pas bien dans tous les domaines. Comment donc faire pour sortir de ce bourbier, de ce merdier? Paul Kagame, déjà, je voudrais lui dire félicitations. Voilà, monsieur, en peu de temps, il a fait ce qu'on n'a pas fait en 60 ans. C'est-à-dire, le Rwanda, en 20 ans, a fait un miracle économique. Et vous rappelez que le Rwanda n'a rien du tout. Presque rien par rapport au Cameroun. Rawlings, qui est passé de visa Tepa, a su tordre le cou à la corruption au Ghana. Ce qui manque au Camerounais, c'est que nous n'avons même pas d'abord déjà du fonds. On n'a même pas de monnaie. Nous ne sommes pas libres. Ce qui va se passer, c'est qu'avec cette affaire du FMI, on sera encore endetté. On va nous mettre sous programme d'ajustement structurel. Et après, on va voir les salaires vont être baissés et on va se retrouver dans une autre crise. Il faut déjà qu'on ait notre propre monnaie. On nous a donné l'occasion, après 75 ans, il était question que le franc CFA débarque le plancher. Mais on est tout resté dans la même puberté tardive. Comment donc faire pour le coup à la corruption au Cameroun? Coronavirus, ils n'ont pas. Le problème ici, ce n'est pas le débat sur la corruption au Cameroun. C'est le débat sur la corruption. Attendez, on ne peut pas encore parler de corruption ici puisque... C'est la corruption. Attendez, Bertrand Tchenkam. D'après ce qui est, rien n'est démontré qu'un seul copec a été détourné. Ils n'ont volé rien du tout, mais je constate qu'on a volé partout. Pour le moment. Vous avez constaté qu'il y a... Coronavirus, on n'a rien volé. Mais je constate que Cameco ne décolle plus. Non, laissez la Cameco tranquille. Je voudrais montrer, j'avais demandé au chef de l'État de m'appeler, parce qu'il y a des possibilités d'assainir notre pays. On a été à l'école pour rien parce qu'on ne fait pas confiance. On ne prend que des médiocres pour mettre là. Comment est-ce qu'on peut faire pour sortir de ce bourbier? Il faudrait d'abord, on ne peut pas lutter contre la corruption. On met d'abord une loi anticorruption. Il faut le décret d'application de l'article 66. La peine capitale. Quand tu as volé, c'est un crime. Quelqu'un qui a pris 10 milliards de francs CFA a commis un crime contre l'État. On a des chaînes de télévision. On le met au poteau, fusillade solennelle, pour que l'enfant de 6 ans qui regarde ça, qui comprenne que ça crée une psychose. Voler n'est pas bien. Est-ce que c'est pas un traumatisme? Ah ben là, vous nous amenez encore à l'époque. Est-ce que c'est pas un traumatisme? Je suis en train de vous dire que M. Rawlings qui est passé de visa Tepa récemment. Vous savez combien il a fait pour le coup à la corruption au Ghana? Si votre fils vole un morceau de viande, vous coupez son bras à la maison. Vous fusez votre fils. Allons doucement. Votre fils vole un morceau de viande à la maison parce qu'il avait faim. Vous faites quoi de lui? Si c'est la prison qui est bien, il va en prison. Ça ne sert à rien. Je disais que Rawlings, quand il prend le pouvoir au Ghana, il dit: je suis venu assainir le fichier de l'État. On lui apprend que son cousin a volé. Lui-même, il a pris son arme, il a fusillé son cousin. Ça a été aboli. Je vous rappelle que même les Américains qui nous parlent de droits de l'homme au quotidien, il y a encore la peine capitale aux États-Unis. Quand tu violes aux États-Unis, on te tue. Quand tu as empêché ma voisine, diplômée de l'ENIEJ, elle n'a que 40 000 francs de salaire, elle vole le goûter des enfants. C'est un sacrilège. Tu as mis des gens dans votre voisine vole le goûter. Est-ce que ce n'est pas de la mauvaise foi? Non, je dis bien qu'elle vole le goûter des enfants. Elle vole le goûter parce que la caramel. Oh, la loi qui ont décidé de brosser leurs dents avec la République. Je voudrais dire au chef de l'État que si on me demande, on me donne ce pays de gérer, la peine capitale sera d'actualité. Si tu as pillé les caisses de l'État, on t'a jugé et que c'est le cas, on n'a pas besoin de demander de rembourser. On te fusille et quand on l'a fait, je vous assure, ça peut vous faire rire. Oui. Ça. Je vous rappelle que la Révolution française a commencé comment? Le roi avait confondu la chose publique et la chose privée. Il a fallu qu'on torde son cou pour instaurer ce qu'on appelle la République. Parce que Jean-Jacques Rousseau, qui avait mis sur pied le contrat social, est revenu en France, il était exilé en Angleterre.
Il a mis sur pied le contrat social où le ministre veut dire servir, pas se faire servir. Et c'est là où on a créé la République. Vous parlez de vous parlez de la France. Est-ce qu'il n'y a pas un président en France qui est inculpé pour malversation financière? La France, il y avait en France, je vous rappelle qu'avant la Révolution française, il y avait la dictature, il y avait tout ce qui est mauvais, ce qui se passe aujourd'hui. Il a fallu qu'à un certain moment qu'on utilise des méthodes difficiles. Et quand on parle de république, ça veut dire en latin republica, la chose publique. Au Cameroun, on ne comprend pas ce qu'on appelle la chose publique. Ce qu'il faudrait au Cameroun actuellement, c'est qu'il faudrait que ça soit difficile, que les lois soient rudes pour tous ceux qui volent, qui pillent les caisses de l'État. Je vous assure, M. Ano et Yada, si on se levait un matin, on prenait 10 ministres, on vous fusillait. Ça ferait en sorte que le jour où on vous nomme, on vous dit que voilà votre... Vous allez vous précipiter même pour dire que voilà ce que j'ai fait de l'argent qu'on m'a donné. D'ailleurs même voilà, parce que ça ne va pas badiner. Et tant qu'on va courir avec ces histoires de droits de l'homme, tant qu'on va caresser le problème, puisqu'on sera pauvre bientôt et ça ne va rien changer du tout, on restera toujours dans le même merdier. Je vous rappelle que Kagame a fermé 6 000 églises de réveil dans son pays. Et on a dit... le rapport entre le Covid-Gate et les églises de réveil. Nous sommes dans les solutions. Je reviens. Parce que j'ai l'impression qu'on va un peu dans tous les sens. On est parti de l'avion de Camerco, on est parti à Kagame, je suis en train de dire... On a tordu le cou, on va dans tous les sens. Laissez-moi chuter. Ne vous brisez pas la jambe, monsieur. Le piège avec Covid-Gate, c'est qu'on risque de se retrouver dans ce qu'on appelle plan d'ajustement structurel. On l'a déjà dit. Voilà. Et pour éviter alors de se retrouver dans de telles situations, puisque personne ne veut lutter contre la corruption et que tous les secteurs sont concernés, tous les secteurs ne se portent pas bien, il faudrait trouver des mesures, parce que pour moi aujourd'hui, je crois que le plus important, c'est de trouver des vraies mesures contre la lutte. C'est vrai que je voulais faire la parole. Oui, monsieur Yada, j'ai l'impression que vous prêtez votre plateau peut-être. Non, ne me faites pas la réponse. Allez-y, dites ce que vous pensez. Ça ne sert à rien de faire les cours là maintenant. On va faire les cours après l'émission. Donc dites ce que vous pensez. Mais nous sommes malades parce qu'on ne veut pas créer le désordre dans ton plateau, monsieur Yada. C'est carrément inadmissible qu'aujourd'hui, mon cher confrère me dise on risque de rentrer encore dans le cadre du plan d'ajustement structurel. Alors qu'en réalité, vous ne suivez pas l'actualité économique. Dans l'actualité économique, nous sommes encore dans le cadre du FEC, la facilité pour la facilité. Vous savez que nous sommes endettés. Attendez, monsieur, ne m'étouffez pas. Vous avez eu la parole tout à l'heure. J'ai vraiment raison garder. Alors, dans cette mouvance-là, les fonds de l'État ont été décaissés. Les fonds du FMI, autant pour moi, ont été décaissés. Et dans ces fonds-là, on a toujours trouvé des problèmes de gestion des finances au niveau du Cameroun. Alors, il y a eu des problèmes de lenteur administrative, des problèmes de financement et autres. Et le FMI aujourd'hui, qui semble relancer l'autre domaine, et le Cameroun a d'ailleurs signé, vous avez suivi tout récemment, le Cameroun a signé avec l'État, avec le FMI, un autre élan de déploiement financier qui va permettre au Cameroun de bénéficier au moins à presque 400 milliards de francs CFA. Et vous croyez que c'est parce qu'on le FMI, dans sa sagesse, comme vous aviez dit tout à l'heure, si je mets l'argent quelque part, il faudrait que je voie là où ça va produire. Alors, dans sa sagesse, dit, ben, voilà les fonds Covid. Vous n'avez pas déjà fini de nous expliquer comment vous avez dépensé cela. Et voilà un peu plus de 400 milliards de francs CFA qui vont dans le cadre de la facilité élargie du crédit, le FEC. Donc, nous ne parlons plus du plan d'ajustement structurel, ça serait être... Mais si tu ne peux pas rembourser, ça serait être un alphabet de l'actualité économique politique camerounaise. Mais par contre, j'aimerais revenir sur deux préoccupations des téléspectateurs qui attirent mon attention. Ils disent, les Camerounais demandent les comptes à leur chef de l'État. Les Camerounais demandent les comptes au président de la République. Ils ont raison. Mais ils doivent savoir que c'est tordu parce que les institutions de la République concentrent tout sur le président. Et M. Mlungala dit tout à l'entente de ses propos. Tout est concentré sur le président. Vous voyez, le contrôle interne donne l'amabilité au contrôle supérieur de l'État, nommé par le chef de l'État. Par contre, au niveau des juridictions, on a dit à la CEMAC, et je reviens là-dessus, c'est très pertinent pour expliquer aux téléspectateurs, que quand on veut rester en justice, quand on veut aller en justice, on ne peut pas demander les comptes sans qu'on se plaigne. Pour demander les comptes à quelqu'un, il faut bien qu'on se plaigne. C'est-à-dire que ce n'est pas le juge qui vient, c'est le justiciable qui va vers la justice, qui va voir le magistrat. Or, au Cameroun, ça a été biaisé. Biaisé dans le sens où c'est le chef d'État qui nomme les gens au niveau du Conseil supérieur de l'État en interne, donc ça veut dire que tout peut être arrangé.
Mais par contre, au niveau de la Cour, la Cour des comptes, au Cameroun, on n'en a pas. Cette chambre des comptes est sous la bannière de la Cour suprême. Et c'est pourquoi la plupart des juristes au Cameroun demandent à l'État du Cameroun de non seulement de ratifier, mais de respecter cette directive de la CEMAC. Pour expliquer aux Camerounais qui posent cette question, demandez donc au président pas de légiférer, j'allais dire, de rendre de façon légère les institutions, ou lorsqu'on peut ester, on peut demander directement les comptes au président de la République. Et l'agent que le on ne peut pas saisir le Conseil constitutionnel en tant que citoyen. Pourtant, ailleurs, ça se fait. Ailleurs, ça se fait, même le Conseil constitutionnel, même le Conseil d'État français. Donc le problème se trouve à ce niveau. Et aujourd'hui, on a le toupet de ne pas reconnaître la pression que le FMI met pour savoir, mais si le FMI ne mettait pas, si le FMI ne mettait pas, c'est l'argent du FMI et l'argent de la souveraineté africaine, camerounaise. On a rectifié la loi du budget du Cameroun pour prendre les allocations des différents ministères et injecter dans les 180 milliards dont on parle. Et c'est là où mon courroux ne fait qu'être élevé. Parce que dans cet argent, il y a l'argent du contribuable camerounais. La loi a été rectifiée. La loi de finances camerounaise a été rectifiée. Et de cela, avec le fonds de souveraineté, on se retrouvait à 45 milliards de francs CFA. Ajouté aux 135 milliards, ça nous donne 180 milliards de francs CFA aujourd'hui, que les partenaires, je préfère encore dire, les partenaires du Cameroun demandent. On ne veut pas qu'on arrête tel ministre, mais on demande les mouvements d'argent. Parce qu'il s'agit de la finance, il s'agit de la gestion économique. Donc c'est de ça qu'il est question. C'est un argent emprunté ou non? Dire maintenant, donner ses opinions, sa pensée, sa religion, son couloir. Ce que les téléspectateurs doivent comprendre, cher ami. Bonsoir, demandez à M. Tchenkam. Bonsoir. Vous n'avez pas la parole, M. Tchenkam. M. Tchenkam, vous n'avez pas la parole. Je suis désolé. M. Tchenkam. Remboursé. Nous sommes à la police sur le plateau. Oui, mais c'est toi qui t'es occupé de vos missiles. Bonsoir. Demandez à M. Tchenkam combien de voleurs il a déjà fusillé autour de lui, dans sa propre famille, son quartier ou son village, qu'il arrête de raconter ses balivernes. Il a dirigé quoi et on a vu, comme dit la chanson Joseph de Mimboman. Eric Guégim. Merci. Eric Guégim. Voilà, aujourd'hui, beaucoup de Camerounais estiment que la gestion camerounaise est une gestion assez opaque et que c'est monsieur le politologue Paul Monoa qui le disait, même si c'est le Christ en personne qui venait à gérer ces fonds, il allait les détourner. Est-ce que ce n'est pas un problème d'un système ici qui voudrait que, quel que soit lambda, vous vous retrouvez dans l'obligation de voler? Beaucoup disent même qu'on vous tend les pièges pour que si jamais un jour vous avez des velléités politiques, on sorte un dossier, on vous cloue. Parce que la question est simple, si vous aurez été à la place d'un ministre quelconque, et que vous aurez eu la possibilité de gérer ces fonds, est-ce que cette gestion allait forcément être transparente? Parce que là, on parle par exemple des prestataires véreux, ceux qui n'ont même pas mis, qui n'avaient même pas des entreprises, qui avaient des entreprises fictives et autres de part et d'autre. On parle de la surfacturation. Donc on a l'impression que tout était moulé pour que le vol soit fait. Encore qu'ici, personne n'est inquiété. Mais écoutez, notre pays se caractérise parce qu'on dit la profusion des moyens et la confusion des intentions. C'est ce qu'on voit dans beaucoup de projets, malheureusement surtout des projets financiers. On se rend toujours compte que à la fin, ce qu'on devait faire, soit c'est fait à moitié, alors qu'on a eu le temps de faire une estimation, on a eu le temps de programmer. Donc normalement, lorsque tout est bien programmé, on doit pouvoir avoir le résultat escompté, ce qui n'est pas toujours le cas. Revenons sur le fonds Covid. Je pense que dans un pays, il y a ce qu'on appelle des systèmes de mécanismes de contrôle. Et c'est comme partout, c'est très important. On ne peut pas planifier sans contrôler. Et pour moi, on n'avait pas besoin de FMI. Mais quand on planifie, on contrôle, il n'y a jamais de catastrophe. Et dans notre pays, il y a un réel problème de régulation, un problème de contrôle. Je pense que les mécanismes de contrôle font partie de l'organisation d'un pays, d'une entreprise. On ne peut pas déléguer sans contrôler. Et il y a un grand problème de défaillance au niveau du contrôle de l'État. Ce qui fait que, généralement, contrôler, c'est quoi? Lorsqu'on met les mécanismes de contrôle, comme je l'ai dit dans le Covid, on limite les décès. Pour moi, je regarde. Si on avait contrôlé, on ne serait pas arrivé à ce niveau où beaucoup de Camerounais sont morts, qu'on pouvait sauver. On devait se rendre compte que ça ne fonctionne pas bien. On devait limiter la casse, on devait limiter la catastrophe. Donc je pense qu'il faut prendre ça au sérieux et s'inspirer
de ce Covid gay pour essayer au niveau des institutions étatiques, il faut faire une refonte du système et mettre des mécanismes de contrôle qui fonctionnent. Il y a un dysfonctionnement, il n'y a pas de mécanisme de contrôle, ou il y en a, mais ça ne fonctionne pas bien. Et quand il n'y a pas de contrôle, malheureusement, la cour du roi plutôt. Tout le monde peut faire ce qu'il veut. Et après, on revient, on peut faire la justice, on peut faire tout ce qu'on veut, mais est-ce qu'on répare le dommage? Est-ce que les morts vont revenir? La question, c'est non. Donc, du coup, tout ça, on a envie de dire, on pouvait prévoir tout ça. Non seulement contrôler, limiter la casse et mieux faire. Donc, je pense que c'est un problème sérieux, c'est un problème organisationnel, c'est un problème simple même. Mettre des mécanismes de contrôle, ça existe. Parce qu'il y a un budget qui est alloué. On ne peut pas être jugé par. Est-ce que ces outils ne sont donc pas ces mécanismes de contrôle? C'est trop tard, non. Le mécanisme de contrôle ne vient pas. Écoute, les mécanismes de contrôle, c'est un mode de fonctionnement qui existe. Ça fait partie de l'organigramme. C'est pas, on ne met pas sur pied un système pour corriger quand on s'est dit il y a problème. Et lorsque ces mécanismes de contrôle sont réguliers, lorsqu'ils existent, on n'aura pas ce problème de gestion. C'est pas quand quelqu'un a déjà fait le mal qu'on revient maintenant faire l'audit pour contrôler. Non, le mécanisme de contrôle, ça fait partie de l'organisation intégrale. Donc vous ne croyez pas à cet audit aussi, ou du moins ces audits? La question n'est pas là. La question, c'est que c'est à l'envers. Je crois qu'on aurait pu mettre des mécanismes de contrôle plus efficaces. Peut-être seulement pour apporter de l'eau à son moulin. Il y a parfois certains rapports de la Chambre de la Cour suprême qui vient une année après. C'est-à-dire quand on dit audit de 2017, nous sommes déjà en 2018. Comment faire pour contrôler efficacement les activités que nous menons là en 2018? Et qu'on vienne rendre d'anticipation. Voilà. Et nous regardons, on voit quelque chose encore. C'est toujours le pauvre, le citoyen pauvre qui souffre, qui paye le prix. Il y a encore de l'argent pour les... C'est-à-dire qu'on se rend compte que dans toute cette malversation financière, celui qui paye le plus lourd tribut, c'est le citoyen pauvre. Donc il y a un problème de clivage. Les plus vulnérables sont toujours les plus frappés. C'est pour ça que je reviens toujours pour rappeler aux Camerounais, il faut aujourd'hui qu'on vit dans un monde de solidarité. S'il n'y a pas de solidarité, on ne peut pas avoir la paix et on ne peut pas éviter comme ça. Est-ce qu'il est donc facile de vivre dans un monde de solidarité lorsqu'on a l'impression que nous sommes revenus à l'époque des classes où on a des bourgeois, on a des prolétaires? D'un côté, on a l'impression qu'au Cameroun, beaucoup sont très riches avec beaucoup d'avantages, beaucoup sont très pauvres avec tout ce qui est mauvais. Est-ce qu'il est donc facile de parler de solidarité dans cet élan? Est-ce qu'il est facile de regarder votre voisin le matin, sachant que vous avez dormi affamé et que son chien mangeait mieux que vous? Aujourd'hui, la réponse à ce que vous dites, c'est un problème aujourd'hui. Il ne peut pas avoir de paix au Cameroun ou dans le monde entier s'il n'y a pas de mécanisme de solidarité. Pour une raison simple. Et l'écologie apporte ça. Aujourd'hui, l'écologie, le principe de l'écologie, c'est la solidarité. Ce qu'il faut un équilibre. On ne peut pas comprendre que 20% de la population mondiale détient 80% des richesses. Et les 80 autres n'ont que 20 à partager. Ce n'est pas tenable. Et de deux, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Le monde a changé. Le monde a changé pourquoi? Lorsque les inégalités n'étaient pas visibles, tout était permis. Mais aujourd'hui, le monde est connecté. Ce qui fait que les exclus ont le regard sur les inclus. Les pauvres, ils voient comment les riches vivent. Avant, ils ne voyaient pas. Et ça, c'est lié aujourd'hui au mécanisme de communication, à tout ce qu'on peut faire. Ce qu'il faut qu'aujourd'hui, lorsque les inégalités deviennent visibles, lorsque le pauvre se rend compte, la dame qui ne peut pas soigner son enfant parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux, se rend compte qu'il y a quelqu'un d'autre qui prend un jet privé pour aller le faire, vous comprenez bien qu'au départ, quand il n'y avait pas les moyens de communication, elle ne voyait pas ça. Et elle se disait que la pauvreté est une fatalité. C'est-à-dire, Dieu, je suis né comme ça, je n'ai pas de chance. Mais aujourd'hui, les gens voient qu'il y en a qui gaspillent, il y en a qui n'en ont pas. Et lorsque les inégalités deviennent visibles, à la pauvreté, vous ajoutez un facteur qui est détonnant, qui est l'humiliation. Quand quelqu'un se rend compte qu'il est humilié simplement parce qu'il voit comment les autres vivent, il voit comment les autres font, alors que lui n'a rien, et qu'avant, quand il ne voyait pas, il pouvait se dire, c'est normal, mon enfant est mort, faute de soins, c'est une fatalité, ça va. Aujourd'hui, quand il se rend compte que mon enfant meurt, parce que de l'autre côté, certains peuvent bien se soigner, et que moi, c'est parce que je n'ai rien, alors ça devient un problème. C'est pour ça que la solidarité reste vraiment ce qu'on doit faire. Et quand on regarde la gestion du Covid, ceux qui meurent sont les pauvres. Les pauvres meurent. Et ceux qui gèrent, ce sont les nantis. Et on regarde aujourd'hui, on se dit que le pauvre,
qui avaient besoin de ces fonds, parce que c'est eux qui avaient plus besoin de cela. Et qu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à sortir de la précarité, on n'arrive pas à les aider face à une pandémie alors qu'ils sont déjà les plus vulnérables. C'est ça qui fait plus mal. Et c'est sur ça qu'on doit s'interroger pour qu'on puisse avoir un système de solidarité. Pour moi, qui est la base, qui est l'ADN d'un pays normal et d'un pays qui fait une distribution équitable de sa richesse. Merci. Bertrand, il y a des gens qui vous soutiennent ici. Bonsoir, monsieur Yada. Très bon thème. Nous sommes perdus. On ne sait pas si le monsieur en chemise blanche est là pour donner son point de vue ou alors il est là pour contredire monsieur Bertrand, qui le laisse un peu tranquille. Donc, il dit que monsieur Serge est là pour interrompre. Bonsoir, du courage, les amis. Donnez-moi votre numéro WhatsApp pour envoyer les vidéos. En tout cas, voilà, c'était un autre message. Bon, voilà. Pour Stéphane Monunga, je reviens sur le mot de la solidarité. Aujourd'hui, les Camerounais doivent être solidaires. Il y a des Camerounais peut-être qui auraient dilapidé les fonds liés au Covid qui pouvaient aider tous les Camerounais. Ici, est-ce qu'on parlera de solidarité entre pauvres et solidarité entre riches, puisqu'il sera quand même difficile d'être solidaire? Je ne sais pas s'il est possible de trouver cette solidarité entre ceux qui sont très pauvres et ceux qui sont très riches. Selon vous, vous pensez qu'il faut faire quoi? Selon moi, je pense qu'il faudrait qu'on trouve la solution par rapport à la fracture que les Camerounais ont eue en 1994 quand le franc CFA a été dévalué et quand les salaires ont été triplement baissés. Parce que ces deux éléments que je viens d'évoquer ont fait disparaître la classe intermédiaire. Parce que vous savez que ce sont les fonctionnaires qui représentent la classe intermédiaire. Or, depuis leur clochardisation de 1994, il n'y a plus de classe intermédiaire. Soit vous êtes riche, soit vous êtes pauvre. C'est ça le véritable problème du Cameroun aujourd'hui. Donc, il faudrait qu'on revalorise le niveau de vie des Camerounais, qu'on essaie au moins de ramener ce niveau à celui d'avant 1994. Là, quand on aura fait ça au moins, l'unité nationale pourrait s'améliorer. Le vivre ensemble pourrait s'améliorer et même l'intégration nationale pourrait se parachever. Tant qu'on n'aura pas fait ça, qu'on sera dans un pays où on a l'impression qu'il y a essentiellement deux tribus, c'est-à-dire la tribu de ceux qui mangent et la tribu de ceux qui ont trop faim. Je suis désolé de le dire ici, l'unité nationale ne pourra pas avancer, le vivre ensemble sera problématique et l'intégration nationale sera repoussée en 2050. Qu'est-ce qui peut donc faire qu'on empêche par exemple un ministre de voler le milliard? Parce qu'il y en a qui se sont dit je peux voler le milliard, je vais même en prison, je vis toute ma vie. Je peux même aller en prison, mais 1 milliard c'est 1000 millions de francs, quand même c'est beaucoup d'argent. J'en viens donc, c'est la faillite d'un système qui peut faire qu'un ministre puisse voler les milliards. Je vais prendre un exemple basique. En 1996, on a eu une constitution qui a introduit la déclaration des biens. Il ne faut pas des milliards comme la décentralisation pour qu'on déclare et justifie les biens au Cameroun. Ça veut dire que même si un ministre est incriminé maintenant, comment vous faites pour savoir que ça, ce sont les biens d'avant la nomination et les biens d'après la nomination? Exactement. Ça veut dire qu'en réalité, il y a une volonté de légitimer la corruption au Cameroun. Une volonté. Il y a le code pénal qui dit à partir de 500 000 francs, vous êtes sanctionné. Code pénal du Cameroun. Mais pourquoi on n'arrive pas à appliquer? Vous vous rendez compte qu'il y a une volonté de légitimer la corruption? Parce que moi j'ai l'habitude de le dire et je l'assume, la corruption est au renouveau ce que le sang est au corps humain. Quand vous faites une analyse objective. Il est difficile de les dissocier. Exactement, parce que ce soit la création de la CONAC, c'est la pression des institutions internationales, parce que le Cameroun va ratifier les accords de Derrida, parce qu'on lui impose la création d'une institution indépendante pour lutter contre la corruption, que ce soit même l'opération Épervier, c'est la pression de la communauté internationale. Et alors, si la communauté internationale doit nous faire la pression chaque fois, mais rentrons sous tutelle, ça veut dire qu'on n'a pas les capacités de s'auto-gérer. Si la communauté internationale ou le FMI ou la Banque mondiale doit nous faire pression chaque fois sur la gestion de nos fonds, ça veut dire que nous sommes des bébés. Et c'est Thomas Sankara qui disait que c'est normal que celui qui vous donne à manger vous impose ses volontés. C'est même cette histoire d'aller chaque fois au FMI. Le président Aïdjo disait qu'il n'y a aucune dignité pour ceux qui attendent tout des autres. Exactement. C'est même quelle histoire. Il faudrait que nous les Africains qu'on cesse d'être des France-Africains, des néocoloniaux, qu'on se ressaisisse un peu, qu'on se pose les vraies questions. Pourquoi ne pas créer un fonds CEMAC? Exactement. Où est la difficulté à créer un fonds CEMAC ou un fonds monétaire africain? Je viens de dire un truc trop important. Ce n'est pas, pour moi je dis, le FMI n'est pas notre ami. Parce qu'il faut comprendre une chose. Dans les relations internationales ou dans la géopolitique mondiale, les institutions comme le FMI et la Banque mondiale en réalité sont des instruments de soft. Ce sont les instruments doux qui vous maintiennent dans la pauvreté parce qu'une institution comme le FMI ne peut pas venir vous penser votre développement à votre place.
Elles ne connaissent Est-ce que c'est pas. l'institution-là qui, une fois qu'elle a mis à notre disposition des moyens, devra encore venir nous montrer comment est-ce qu'on doit les gérer? Est-ce que ce n'est pas une excuse de politesse? Rien n'était exclu qu'avec ces fonds, on construise par exemple des hôpitaux avec des plateaux techniques relevés, qu'on ait des ambulances. Est-ce que finalement, ce n'est pas une excuse de politesse? Elle vous impose. Elle vous impose ce que vous devriez faire. Je peux prendre le cas des fonds C2D, je crois. Oui. On vous impose, vous avez besoin d'une route, on vous dit que non, non, non. Mais là, non. c'est l'AFD. Là, c'est l'agence C'est ça française de que développement. laissez-moi prendre mon exemple. On vous dit Vous que non, sortez, non, non, 30 il secondes, vous nous faut un reste plus assez de puits. temps. Donc en réalité, le FMI en réalité n'est pas notre ami. Tout ce que le FMI fait, c'est pour nous maintenir en situation de quémandeur, parce que quand vous êtes quémandeur, vous n'êtes rien dans les relations internationales. Et il faudrait que nous, les Africains, on apprenne désormais à se poser les vraies questions. Et je sors par la citation de Kwame Nkrumah qui disait que le néocolonialisme est plus dangereux que la colonisation. Parce que dans la colonisation, au moins, vous êtes conscient que vous êtes colonisé. Or, dans le néocolonialisme, parce que juridiquement, vous êtes indépendant, vous avez l'impression que vous êtes indépendant alors que vous êtes même plus qu'esclave. Donc, il est urgent de reconstruire les mentalités africaines, de se réapproprier des écrits d'Oumniobé, de Lumumba, de Kwame Nkrumah, de Sende Afana, et j'en passe. Je sors par là. Merci. Je suis d'accord avec lui. En 30 secondes, je serais content. Le Cameroun n'est pas libre. Nelson Mandela de regretter de voir que être libre, ce n'est pas seulement le fait d'avoir été débarrassé de ses chaînes, c'est respecter l'autre dignité. Le général de Gaulle en 1958 disait que indépendance ne veut pas dire liberté. Sommes-nous indépendants? Non, on n'a pas de notre monnaie. Est-ce que le FMI aime le Cameroun pour la vendeur de tomates? Non. Quel est ce banquier qui se préoccupe de Ano et Ada? Tu m'avais pris de l'argent pour construire la maison, tu n'as pas construit. Fais-moi l'autopsie. Non, le banquier n'est pas là, nous on traite avec les banques. Quand le banquier, tu n'arrives pas à rembourser son... Parce que même l'argent que le banquier te donne, c'est pour rembourser. Le FMI, son souci, c'est de vous donner de l'argent que vous ne soyez même pas capable de rembourser. Vos petits-enfants le feront. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le Cameroun n'avait pas besoin d'aller au FMI. Même le président de la République n'aime pas le FMI. Lui-même avait dit, je n'aimerais pas le FMI. Quand on va encore au FMI, ça veut qu'on est en train de s'endetter. Et s'endetter, ça veut dire qu'on est en train de mourir. Le Cameroun a 2350 environ de formations sanitaires. Si chaque formation sanitaire avait 10% de ressources, notre mission arrive à son terme. Résoudre le problème de coronavirus. Je promets vous inviter prochainement. On reviendra sur la question. Malheureusement, nous sommes arrivés au terme de l'émission. Les contraintes de temps, on ne peut pas s'amuser. Je suis jaloux du temps parce que ce n'est pas moi qui le contrôle. Et mes 30 secondes, Victor. Merci. Oui, on aura le temps. Merci d'être venu. Mais on aura le temps. Et merci également à toute l'équipe de production qui nous a aidés à réaliser cette émission. Merci également à vous à la maison de nous avoir suivis. On espère vous retrouver demain avec d'autres thématiques aussi à l'échange. Merci beaucoup plus au président directeur général du groupe La Météo, Dieudonné Veng, pour la supervision générale de cette émission. Portez-vous bien, restez couverts. Le coronavirus n'est pas terminé. Bonsoir, ciao, bye bye.